Bonjour à tous, j'aurai deux invités pendant ce numéro de votre matinale. Le premier ou la première, puisque c'est une femme, elle est sociologue de la famille, avec elle on va essayer de comprendre ce qui se passe avec la famille Yobena. Trois ou quatre drames nous permettent un peu d'évoquer cette question-là. D'abord à Zinvier et à Lalo, une correction parentale a viré au drame. À Zinvier, c'est une fille qui a trépassé après avoir reçu des coups de son géniteur. À Lalo, c'est un enfant de 13 ans, un garçon, surpris par son papa qui fumait, et bien, qui a aussi trépassé parce qu'il a reçu une correction de son père. Est-ce que le père est devenu dangereux pour la famille? On va poser la question au sociologue. Et puis l'autre fait qui pourrait nous intéresser à soumettre aussi au sociologue ce matin, eh ben, c'est justement ces difficultés au niveau du foyer. À Sinandé, une femme a poignardé à mort son mari qui la soupçonnait eh ben, d'adultère. Et avant cela, à Parakou, un autre qui a ouvert le feu sur son ex-compagnon. Comment est-ce qu'on peut interpréter justement ces actes-là? La sociologue passera par ici pour nous dire deux mots. C'est docteur Ariane à Chevedo. Elle nous dira ce qu'elle pense justement de ces différentes situations-là. Mon deuxième invité, c'est Basile Chibozo. Il est conseiller à la HAC, il est ancien journaliste, il est ancien patron de presse. Avec lui, on va parler de l'actualité liée justement à la vie des médias. Ça va être trois sujets à évoquer à la fois. La question de la liberté de la presse, vous avez certainement deviné. On va parler du déclassement du Bénin par rapport justement à l'examen de Reporters sans frontières entre 2025 et 2026. Le Bénin a perdu 21 places. Quelle est la lecture qu'il a en fait, lui, en tant que journaliste, ancien journaliste? Il nous dira deux mots à ce sujet. Deux mots aussi au sujet justement de la politique envisagée désormais, en tout cas pour les 6 prochaines années, au sujet de la trêve au Bénin. Comment vont gérer les médias la situation? C'est la question qu'on va lui poser tout à l'heure. Et puis, dernier sujet à évoquer avec lui, on va faire un petit point. La présidentielle de 2026 au Bénin. Quelle aura été la contribution, en tout cas des médias, à la réussite de ce grand rendez-vous-là? Notre invité sera par ici dans le coup de 8 heures. N'oubliez pas les autres rendez-vous qui seront justement au menu de votre matinale. On aura notre moment de débat qui va parler un peu du futur gouvernement de Romuald Wadaï. À quoi est-ce que ça peut ressembler pour répondre justement à la question de la continuité. On va soumettre la question à nos débatteurs tout à l'heure. La revue de presse va finir à Actu Matin, mais pour commencer, c'est toujours avec la une des journaux. Bienvenue à tous. On va commencer avec Fraternité pour cette une des journaux de ce matin. Crise diplomatique et sécuritaire entre le Bénin, le Niger, le Burkina Faso. La reconstruction de la confiance comme stratégie pour Romuald Wadaï face à l'AES. Une opinion du juriste Djidjoko Herman Nouanou Kekere, à lire donc dans la colonne de Fraternité ce matin. Médias béninois face à la trêve politique, la HAC fixe de nouvelles orientations. Et puis, décès allié à la forte pluie accompagnée de vents violents à Bobekalavi. Les autorités appellent à la vigilance en cette période de saison pluvieuse. Le maire de la localité annonce la poursuite des actions de sécurisation des installations et des équipements électriques. Passons à l'informateur. Tricycle volé, nous sommes à Ouida, plusieurs individus interpellés à Paou et puis la gestion des ambitions au sommet de l'État, l'appel de talent à Ouadani. Secteur de la santé, le recensement des diplômés formés à l'extérieur annoncé. Le journal Matin Libre, biodiversité marine en haute mer, l'Afrique et le Bénin appelé à accélérer la ratification. Prestation de serment de Wadaï, la Cour règle un dernier détail ce jour. Théodore Hulot en éclaireur s'est interrogé. Le quotidien, le journal Le Matinal, être porté en triomphe après 10 années de gouvernement. Patrice Talon du rêve à la réalité. Visa Info, Bénin, quel profil pour le prochain gouvernement? Une équipe composée d'anciens et de nouveaux technocrates. Quel profil pour les hommes purement politiques?
Le champignon, les Amazones plus près de l'exploit. Au quotidien d'Abarou, engagé pour la valorisation des religions endogènes, le président Patrice Talon reçoit une haute distinction de Rounon. Le journal Les 4 Vérités, investiture du président de la République, Romuald de Wadaï, le 24 mai prochain. La Cour statue ce jour sur un recours. Théodore Holo démonte les polémiques et annonce l'installation du Sénat en juin 2026. La nouvelle génération septennat 2026-2033, premier gouvernement du président Romuald Wadaï, un test grandeur nature. Décryptage info, choc énergétique et flambée des prix, l'économie mondiale sous pression en 2026. Fraternité pour la deuxième lecture ce matin. Crise diplomatique et sécuritaire entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. La reconstruction de la confiance comme stratégie pour Romuald Wadaï face à l'AES. Une opinion du juriste Didier Hueman Nounaon Kekere. Médias béninois face à la trêve politique. La HAC-FIS de nouvelles orientations et puis décès liés à la forte pluie accompagnée de vents violents à Aboumé-Calavi. Les autorités appellent à la vigilance en cette période de saison pluvieuse. Le maire annonce la poursuite des actions de sensibilisation et de sécurisation des installations et équipements électriques. Nous sommes donc à Aboumé-Calavi. Voilà ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. Je vous rappelle que tout à l'heure, vous allez suivre le bulletin de l'information avec Florence Bossa. J'aurai à recevoir par ici deux invités, notamment une sociologue pour parler un peu de ces cas de faits sociaux liés justement, mettons, à l'actualité, à Zinvier et à Lalo. Sachez que deux enfants ont perdu la vie pour avoir reçu une correction de la part de leurs géniteurs. On va en parler avec notre invité tout à l'heure et puis on va évoquer aussi ces difficultés au sein des foyers avec des meurtres sur partenaires. D'abord à Sinandé avec une femme qui a assassiné son mari parce qu'il l'accusait d'adultère et puis cet homme qui a ouvert le feu sur son ex-compagne parce qu'elle l'aurait abandonné. La femme est décédée de ses blessures. Bien plus tard, on va observer tout cela tout à l'heure. Mais avant, voici le bulletin d'information avec Florence Moussa. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy. Bonjour à tous. Avec vous, on va découvrir le menu de votre bulletin d'information. On aura donc l'appréciation des citoyens sur les 10 ans de gouvernance de Patrice Talon, à quelques jours de la passation de service entre Patrice Talon et Romuald Wadaï, nouvellement élu. Les populations béninoises se disent émues de la qualité de l'homme et surtout son engagement au service de la nation. On va le suivre. Et puis, fait en apothéose de la 16e édition de Wemehwe, elle s'est achevée sur une note de ferveur de mobilisation exceptionnelle qui consacre le succès d'une fête. Plus de détails dans un instant. Voici le bulletin. C'est un rendez-vous inévitable. Le Bénin qui s'apprête à tourner une nouvelle page de son histoire politico-historique à quelques jours de la passation de charge entre Romuald Wadaï et Patrice Talon. Les populations béninoises se prononcent, Florence, sur ce qui les a marqués les 10 dernières années du règne Talon. C'est exact, Tanguy. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou relèvent les qualités de l'homme arrivé au palais de la Marina en 2016. On les écoute au micro de Brice Benaï et Jocelyn Bariga. Vous n'êtes pas sans savoir, quand ça n'allait pas, Dieu a envoyé Jésus pour sauver le monde. Quand ça n'allait pas aussi au Bénin, Dieu a compris, il a envoyé Talon pour nous sauver. Ce qui m'a marqué en lui, c'est que c'est sa détermination. Il est déterminé. Sinon, tout ce qu'on observe, ces réalisations, il faut vraiment quelqu'un de si rigoureux pour quand même pour nous amener à ce stade-là. Alors franchement, il a fait plein de choses. Déjà, le développement du Bénin, c'est d'une prouesse incroyable. Aujourd'hui, le Bénin, moi, je suis fière de dire que je suis béninoise, ne serait-ce que de par nos infrastructures, la politique économique menée depuis 10 ans au sein du pays. Enfin, on a un pays nouveau, un pays beau, un pays, je dirais, avec une économie qui se porte très bien. Moi, je suis très fière de dire aujourd'hui que je suis béninoise. Ce qui est très important, moi,
c'est cette façon, cette rigueur qu'il a eu de gérer le pays. Et ouais, c'est la rigueur, parce qu'en toute chose, la rigueur est très importante. La rigueur et la discipline. Et aussi la persévérance, parce que c'est bien d'avoir une vision, c'est bien d'avoir une volonté, mais il faut savoir, la force d'un leader, c'est de savoir transmettre cette vision et cette volonté à d'autres personnes. Et il a pu transmettre cette vision à 13 millions d'habitants. Je ne vais pas dire particulièrement, mais l'apport qu'il a fait, surtout sur le plan tourisme, social, à peu près ça m'aide beaucoup parce que ça m'ouvre de nouvelles portes vers l'international. Bon, personnellement, je crois que, je viens de le dire, il a eu des travaux. D'abord les routes, parce que les routes c'est important. Il a eu de grandes choses qu'il a eu à faire. Les populations ont profité de cette occasion pour adresser leur message au chef de l'État, Patrice Talon, qui aura fait rayonner le Bénin sur le plan international dans bien de domaines. Il exprime leur fierté d'appartenir à une nation qui a retrouvé sa lettre de noblesse. On les écoute. Ce que je veux lui dire, Agbono, merci beaucoup pour l'image que tu as redonnée à notre pays. Aujourd'hui, moi je suis fier de mettre la main sur ma poitrine et de dire que je suis béninois. Avant, je n'étais pas fier parce que je me dis mon pays était un peu sous-développé. C'est vrai, on n'est pas encore arrivé, mais aujourd'hui, quand on voit les voisins regarder le pays, on est fier de ce que tu as fait. Et moi j'ai mal parce que tu veux quitter le pouvoir, mais je pense que ceux qui vont venir là, ils feront encore pire que toi. Merci beaucoup, longue vie à toi et que Dieu te donne vraiment la santé. Merci beaucoup et bonne retraite. Là maintenant, j'aimerais lui dire merci, beaucoup merci, infiniment merci, que Dieu le protège et que je voulais aussi lui dire qu'il continue toujours dans cette lancée, cette rigueur et que c'est une personne qui m'inspire beaucoup et que j'aimerais peut-être une fois le rencontrer. Le président il a beaucoup fait, c'est pas sûr que quand je vais commencer à citer on pourra finir, mais les trucs qu'il a surtout fini et moi j'ai vu, c'est que les routes sont toujours en finition et ça a été impeccable en fait. C'est un bon travail qu'il a fait dans le pays et grâce à lui aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui viennent visiter notre pays enfin. Alors big up patron, moi je te dirais toujours, soutiens toujours le nouveau et on est avec toi. Son Excellence Patrice Athanas Talon, il a révélé le Bénin. Avant, on n'était pas fiers d'être béninois, avant on cachait notre identité, mais aujourd'hui, on affirme qu'on est béninois. Il y a eu plein de choses. Par exemple, la corniche. Avant, venir ici, c'était de la merde. Avant, désolé pour le thème, mais avant, on n'était pas fiers de venir ici. Mais aujourd'hui, on est fiers. Les week-ends, on sort avec nos familles. On découvre le boulevard de la Marina. On va à Togouin. Non, il y a assez de choses. Il y a assez de choses qu'on ne peut même pas dire. Tout ce qu'on peut juste dire, c'est merci. Merci le Père. Merci pour tout ce que vous avez fait pour notre pays, le Bénin. À jamais, on ne cessera de vous remercier. Les conditions de validité du serment du président de la République, élu dans un contexte de réforme constitutionnelle au Bénin, font débat dans l'opinion publique depuis quelques jours. Les dispositions de l'article 53 relatives aux institutions de la République devant recevoir le serment et celles devant lesquelles ils doivent être prononcés intéressent plusieurs Béninois. Si beaucoup voient en l'installation du Sénat et de son bureau un impératif avant la prestation de serment de Romuald Ouadaï, d'autres personnalités, pas des moindres, relativisent cette position. On va voir plus de détails dans ce récit de William Pécan. Tout est parti d'une publication du juriste Landry Angelo Adélacon sur le réseau social Facebook le 26 avril dernier. Au terme des dispositions du dernier alinéa de l'article 53 de la Constitution, depuis la révision de décembre 2025, le serment du président de la République est reçu par le président de la Cour constitutionnelle devant les autres membres de la dite Cour, l'Assemblée nationale, les bureaux du Sénat, de la Cour suprême et de la Cour des comptes. Là-dessus, l'expert en droits humains et démocratie allègue qu'en raison du fait que le constituant n'a prévu aucune disposition transitoire devant permettre une dérogation au serment du président de la République élu en 2026, le Sénat doit être installé avant la date et l'heure de prestation de serment du président élu. Il va plus loin en évoquant que le bureau du Sénat doit être également constitué avant la prestation de ce serment du président élu. Le 30 avril, un autre consultant juridique et financier, membre du parti de l'opposition Les Démocrates et ancien candidat à la candidature de la présidentielle dernière, abonde dans le même sens.
Nouroudine Sakasalé, dans un post sur le Sénat du Bénin, est tout tranché. La non-installation du Sénat et de son bureau avant la prestation de serment du 24 mai 2026 rend la dite prestation irrégulière. L'invalidation n'est pas de droit, mais dépendra d'une saisine ou autosaisine de la Cour constitutionnelle sur la question. NDSS fait donc appel à l'intervention du juge du contentieux de l'élection du président de la République. Dans un entretien accordé à la station BIP Radio ce dimanche, le professeur titulaire de droit public et ancien président de la Cour constitutionnelle se veut, lui, plus regardant dans la lettre des dispositions de l'article 53. Il donne primauté à la réception du serment par le président de la Cour constitutionnelle et la présence exigée des autres organes constitutionnels. Il est bien dit, le serment est reçu par le président de la Cour constitutionnelle. On n'a pas dit par la présidente de la Cour constitutionnelle. Les autres membres de la Cour, si c'était le cas, on n'aurait pas dû faire la distinction entre le président de la Cour et devant les autres membres. On n'a pas dit devant est reçu par la Cour constitutionnelle, ce qui suppose que tous doivent être présents. On n'a pas dit est reçu par le bureau du Sénat, dont le Sénat doit être là. Pas, mais devant, il y a une nuance. Cette sortie n'a pu faire taire le débat. Un autre citoyen du nom de Mikaïla Kassoumou va argumenter dans une autre publication Facebook en ces termes. Le droit constitutionnel ne consiste pas seulement à savoir qui reçoit le serment, mais aussi à savoir devant quelles institutions le pouvoir accepte de naître. Dans la cour de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC ce dimanche, c'était un grand monde. Les professionnels des médias ont massivement fait le déplacement au sein de l'institution dans le cadre de la célébration de la 33e journée mondiale de la liberté de presse. Une journée célébrée chaque année pour sensibiliser à l'importance de la liberté de la presse. Compte rendu. Des professionnels des médias autour du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ce 3 mai 2026. C'est la 33e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, occasion pour les journalistes de faire une pause, le temps de réfléchir de façon approfondie sur l'avenir de leur corporation, dans un contexte marqué par 10 ans au cours desquels le secteur des médias a été sérieusement éprouvé par le pouvoir politique. Ça n'a pas été facile. Non, je le sais. Mais vous avez tenu. Et vous allez tenir encore. Nous allons tenir encore. Nous allons nous aider à tenir encore. Les moments qui s'annoncent, je lis ça déjà dans certains journaux qui voient venir. Les moments qui s'annoncent seront encore plus éprouvants, a laissé entendre Édouard Lecaux. Le fonctionnement des médias est d'autant plus dépendant de la politique que la trêve que le Bénin s'est désormais imposée sera très contraignante pour les organes de presse. Avec la trêve politique, est-ce qu'il n'y a pas une obligation désormais pour l'État de mieux accompagner les médias? Parce que c'est vrai, ce n'était pas une bonne idée, mais nous avons drogué notre public, notre auditoire à la polémique politique et politicienne. C'est ça qui marche. Nous n'avons pas habitué notre auditoire, notre lectorat à ce qui se passe, à ce qui est essentiel, mais aux polémiques. La politique a été pour une bonne part notre fonds de commerce. Ce fonds de commerce qu'on veut geler, comment nous allons faire? Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication n'entend pas laisser les professionnels des médias se substituer aux politiques. Il lance cependant cette réflexion et invite l'Union des professionnels des médias du Bénin, l'ODEM et le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel à s'y mettre avec sérieux. Mais en attendant, place aux grandes retrouvailles festives. Et pour finir ce bulletin d'information, le rideau est tombé ce dimanche sur la 16e édition de Wemekwe. Elle s'est achevée sur une note de satisfaction et de faveur de mobilisation exceptionnelle qui consacre le succès d'une fête. Compte rendu. Forte affluence à cette messe de clôture de la 16e édition de Wemekwe dans la commune de Bonou, célébrée par Monseigneur Aristide Gonzalo. Prenant la parole, le coordonnateur général de Wemekwe, Antoine Bonou, a dressé le bilan d'une édition qu'il qualifie de réussite tant par la mobilisation des populations que par les nombreuses actions sociales réalisées à leur profit. Mesdames et messieurs, je suis très honoré et heureux de vous voir plus nombreux que lors des précédentes éditions et de constater
que l'engouement demeure et s'accroît au fil du temps, malgré les aspérités que nous essayons de corriger. Cette marque de confiance et d'affection mérite d'être entretenue. C'est pourquoi j'exprime mes reconnaissances. Nous remercions très sincèrement l'ONG Regard Fraternel, l'ONG italienne Mama Yovo, les ressortissants de la vallée vivant au Canada, tous nos sponsors, je les remercie. Les participants ont eux aussi salué le succès de cette fête identitaire, désormais solidement ancrée dans le calendrier culturel et social de la vallée de l'Ouémé. Des initiatives comme celle-ci, qui se font par des associations, doivent être suivies, encouragées, accompagnées, parce que ce qui est essentiel que je retiens ici, en dehors de la célébration eucharistique, c'est le fait que ce sont des associations qui réalisent des choses. Wemekwe, c'est une avancée, Wemekwe, c'est le progrès, Wemekwe, c'est le développement durable. Le rideau est ainsi tombé sur cette 16e édition avec un rendez-vous déjà fixé en janvier 2027 dans la commune de Dangbo pour une nouvelle célébration. Eh bien, Tanguy, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci beaucoup à vous, Florence Boussa, pour la présentation de cette mini-session d'information. Très bonne journée. Mesdames et messieurs, dans la suite d'Actu Matin, je vous rappelle, en attendant le menu justement de la matinale, je vous rappelle que tout au long de la journée, vous avez d'autres rendez-vous de l'information. Pour suivre l'actualité, vous avez les rendez-vous notamment de 11h et de 16h. Ce sont les bulletins de l'information qui vous résument l'actualité assez brièvement. Et puis vous avez les grandes éditions, notamment à 13h, 19h30 et 22h30. Ce sont les grands rendez-vous qui vous permettent de vous faire une idée un peu plus large de ce que représente l'actualité au plan national. Revenons justement au menu d'Actu Matin. Je vous ai promis 2 invités. Le deuxième sera par ici dans les cours de 8h. Ce sera Basile Djibozo. Il est conseiller à la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Avec lui, on va évoquer un peu l'actualité liée aux médias, le classement Reporters sans frontières avec les 21 places perdues par le Bénin entre 2025 et 2026. On va en parler. On fera un petit point de la contribution des médias à l'organisation et à la réussite de la présidentielle dernière au Bénin. Et puis, on dira 2 mots au sujet du travail qu'il reste à abattre par les médias concernant justement cette affaire de trêve. Quel est le rôle des médias à jouer pendant ce temps-là? On questionnera donc l'homme qui siège à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Mais avant lui, voici mon tout premier invité ce matin. On va parler de faits sociaux. Haïti est sociologue, juriste, consultante en genre, famille et développement. Madame Haïti, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Merci d'être matinal ce matin avec nous pour évoquer un peu quelques sujets qui habillent l'actualité sociale chez nous. C'est pas si vous aviez suivi avec moi un père qui corrige sa fille et s'ensuit le décès de la fille en question. Un autre qui inflige une punition à son garçon, des coups dans les mains et qui meurt. Doit-on plaindre des pères désormais dangereux pour leurs enfants ou des enfants trop fragiles pour une société devenue un peu trop rigide? Alors déjà, je salue les téléspectateurs et téléspectatrices. Et doit-on craindre des pères? En réalité, d'ores et déjà, je vais dire que le père, c'est celui-là qui est un géniteur. Oui. Donc, il donne la vie. Protecteur aussi. Protecteur. Il va pouvoir au besoin. Donc, du coup, il prend soin de sa famille et partant de l'enfant. Et donc, c'est un éducateur. S'il se met dans la posture d'éduquer son enfant, c'est une chose normale. Mais il faut reconnaître qu'il est une somme debout. À lui seul, il a connu des choses, il a reçu une éducation, il a vécu des choses, il a connu une certaine expérience. C'est une accumulation d'expérience. Merci bien. Et du coup, voulant un mieux-être pour son enfant, il va se transmettre à l'enfant. Et voulant se transmettre à l'enfant, voulant transmettre c'est-à-dire tout ce qui est bien, tout ce qui est valeureux, il va forcément, à des moments donnés, ne se maîtrisant pas,
c'est-à-dire lever la main sur cet enfant. Dépasser peut-être les bornes. Ne le voulant pas, parce qu'au départ, il est un protecteur. S'il doit protéger son enfant, il doit transmettre, c'est-à-dire il doit forger un être positif, un être bien, un être complet. Du coup, voulant réaliser cet exploit, il va forcément se dire, bon, puisque je parle, je communique, je dialogue, je fais tout, et ça ne passe pas, il va falloir que, face à cet acte que l'enfant a sûrement posé, que lui juge suffisamment grave, il va vouloir lever la main. Et partant, il lève la main et l'irréparable. Voilà. Et donc, du coup, aucun père ne devrait être craint. Aucun parent, aucun géniteur ne devrait, à la base, être craint. Maintenant, comme j'ai eu à le dire, l'éducation, l'environnement, tout ce qu'il a traversé, fera de lui quelque chose qui, à un moment, il devient tyrannique, c'est-à-dire il ne se contrôle plus, il est... En fait, psychologiquement, il est un peu perturbé, mais il ne s'en rend pas compte. Voyez-vous, donc du coup, il se transmet comme ça en termes d'héritage, parce que une famille, c'est une sorte d'héritage que l'on transmet. Je me transmets en tant que père, en tant que papa, la maman se transmet en tant que mère à ses enfants, à leurs enfants, ils se transmettent ainsi. Et donc du coup, cet héritage sera éducationnel, spirituel, culturel, émotionnel, tout ça. Donc, nous allons saluer peut-être d'inviter alors les parents, les géniteurs et surtout le papa qui représente aussi la force, l'autorité, tout ça. Donc, de savoir modérer sa puissance et maintenant inviter alors les enfants à plus d'ouverture d'esprit, d'accord, à savoir qu'ils sont dans la position de faiblesse entre griffes, d'accord, de faiblesse entre griffes, et savoir que les ascendants, leurs parents, sont là pour forcément les amener, c'est-à-dire les tirer de l'obscurité et les amener à la lumière à travers l'éducation. Donc, du coup, ne pas faire du forcing. C'est ça. Et voilà. Alors, on a la loi dans la République du Bénin qui interdit le châtiment corporel. Est-ce que la loi ne dispute pas l'autorité du papa auprès de l'enfant? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est vrai que au départ de toute chose, on a été éduqué. Dès que on ne se comprend pas, on lève un peu la main pour dire, bon, écoutez, là, il faut un peu la chicotte pour redresser. Ça ne nous a pas fait du tort. Moi, je suis passé par là, ça ne m'a pas fait du tort. Moi aussi, je suis passé par là, je ne m'en plains pas. Exactement. Maintenant, dire que cette loi-là, c'est au regard justement des déviances, de la force excessive, d'accord, de cette tyrannie-là, que certains parents, sinon certains, permettez que j'englobe, d'accord, que je ne m'arrête pas seulement au père, d'accord, mais donc que certains parents, d'accord, exercent, qui ont fait qu'à un moment, l'État, le législateur béninois, au regard des faits sociaux qui ont montré qu'il y a tellement de violence, il y a cet acharnement-là où parfois les parents vont dans la dynamique de juste corriger leurs enfants et les conséquences qui s'en suivent. C'est irréparable. Voilà, donc du coup, l'État, à un moment, étant régalien, il se dit, là, je mets les barrières qu'il faut pour que désormais, dans mon pays, dans ma nation, on n'assiste plus à ce genre de situations, de cas désespérants. Donc voilà un peu, parce que quand même, si vous ôtez la vie à un être humain, forcément vous devez... Surtout un enfant. Voilà, c'est encore grave. Donc voilà un peu. L'enfant, c'est un être fragile, il faut en prendre soin et voilà quoi. Sauf qu'aujourd'hui, on a bien l'impression que l'enfant fort de cette loi-là, se plaît à faire ce qu'il veut faire dans la société. Du coup, on a bien peur de léguer à la société un enfant qui n'a pas été bien éduqué. Et ça, c'est la faute au papa ou bien à la loi? Je dirais ni l'un ni l'autre. Permettez que j'aille ainsi en disant ni l'un ni l'autre. On va essayer de mettre la balle à terre. D'accord? La loi est là justement pour recadrer certaines déviances, d'accord? Le papa, le géniteur, il ne peut pas laisser son enfant, quand bien même alors la loi est là pour dire non, vous ne tapez pas. Oui. Mais vous êtes sûr qu'à la maison, les parents ne tapent pas? Ils tapent. Les parents, ils tapent. Pas comme hier, mais... Pas comme hier, mais ils tapent. Et il y en a parmi eux qui n'ont pas su déjà dominer leurs pulsions, leurs instincts, c'est-à-dire tout ce qu'eux, ils ont emmagasiné de négatif, c'est-à-dire la plus belle femme au monde ne pouvant donner que ce qu'elle a. Donc, du coup, ces parents-là répètent le même schéma. Donc, du coup, non. Alors, ce n'est la faute ni
aux législateurs ni aux parents. Ce qu'il faut savoir, c'est que les parents doivent, je dirais, aller à une certaine école, d'accord, se reformater, d'accord, revoir un peu leur mentalité, sachant que toute société naît, grandit et meurt par la fin. Et donc, du coup, toute culture également. Quand je dis naît, grandit et meurt, ce n'est pas de façon générale, non. Mais les tares qui sont dedans, les aspects négatifs qui ne valorisent pas tellement cette culture-là, aussi dans cette société-là également, ou cette éducation-là, c'est ça qu'il faut essayer de voir, d'accord, et d'essayer de corriger. D'où la présence de sociologues, d'où la présence de juristes. Pourquoi pas de philosophes? Parce que c'est à la base, c'est eux, de psychologues et tout ça. Donc, du coup, non, ce n'est la faute ni à l'un ni à l'autre. Hier, la correction d'un enfant était dévolue à toute la communauté. Un oncle peut taper un enfant, une nièce, une tante, une grand-mère par ici. Ce n'était pas autant un danger sur la vie de l'enfant. L'enfant est-il devenu si fragile et si protégé aujourd'hui? Bon, écoutez, si fragile et si protégé, non. Vous savez, c'est vrai que ça a un peu diminué. Le fait que toute la famille, la grande famille, se mêle à l'éducation des enfants et même aille jusqu'à porter main sur ces enfants-là. Mais il est clair que ça reste. Ce n'est pas un fait qui a complètement en ville, disparu. Vous touchez à l'enfant du voisin, c'est le commissaire qui vient toquer à votre porte l'instant d'après. Oui, mais ça dépend aussi de la relation que vous avez avec ce voisin-là. D'accord? Il ne vous est pas permis non plus, effectivement, dans cette société actuelle, de vous lever et d'aller porter main tous azimuts sur tout le monde ou sur l'enfant d'autrui. Non, il a ses propres parents. Vous pouvez à la limite ramener, c'est-à-dire sermonner cet enfant-là, d'accord, et le ramener dans le... Essayez, je vais dire, de le ramener dans le droit chemin. Et plus tard, vous référez à ses parents ou à quelqu'un, à son tuteur, en fait, quelqu'un de son environnement. Sinon, vous mettre dans la dynamique que vous-même vous êtes parent et que vous ne pourriez pas lever la main, avec cette hargne. Peut-être vous aviez des malcompréhensions, d'accord, par rapport à ses parents. Et vous voyez un enfant c'est-à-dire leur enfant, qui vous fait quelque chose, et la rage, tout ce que vous avez contre les parents-là, sans le vouloir forcément. Vous le déversez sur l'enfant. Vous le déversez, juste en levant la main, et puis... Et il ne faut pas non plus oublier notre réalité spirituelle béninoise. Donc, est-elle si spéciale que ça? Il faut brosser. Si, il ne faut pas l'oublier. Madame Haïté, comment doit-on corriger aujourd'hui son enfant pour s'assurer de ne pas léguer à la société, je dois dire, un élément, mettons, mal encadré depuis le bas âge? Alors, il faut déjà être soi-même modèle. Il faut être le modèle. C'est-à-dire, ce que je veux, il faut que je le reflète. Il ne faut pas que je le dise simplement à la bouche, parce que les enfants ont cette capacité-là, de voir, de copier ce qu'ils ont devant eux. Donc, du coup, en tant que père, en tant que parent, il faut être le modèle, d'accord? Il faut savoir que dialoguer, c'est la meilleure des choses. Dialoguer et s'adoucir. On n'a pas reçu cette éducation-là, je le dis souvent, en Afrique de l'Ouest, on n'a pas reçu cette éducation-là de manifester nos émotions, notre affection, notre attention. Il est rare, mais véritablement très rare de voir... La vie est suffisamment dure pour faire les yeux doux chaque matin au lever du soleil. Non, en fait, ce n'est pas faire des yeux doux, mais c'est tout simplement s'adoucir à l'intérieur, d'accord? Montrer un peu d'émotion. Ça ne veut pas dire je fais des yeux doux. Et même alors, si vous faites les yeux doux, soit à votre enfant ou à votre épouse, le mal est où? Si ça ne peut que amener la joie, d'accord, la paix et booster les uns et les autres, pourquoi ne pas le faire? Donc, du coup, je disais tantôt, alors qu'en Afrique de l'Ouest, on n'a pas suffisamment été moulé dans cette particularité-là des émotions, je vais dire, adoucissantes. D'accord, non, l'homme ne pleure pas. C'est vrai que surtout les on dit à l'homme, l'homme ne va pas pleurer. Mais particulièrement en Afrique de l'Ouest, on ne connaît pas ça. Donc, du coup, il faut savoir s'adoucir, d'accord? Savoir que les enfants sont des êtres humains. Tout comme nous avons eu à faire des erreurs, j'allais dire. Donc, du coup, nos enfants sont à même de faire des erreurs et ils apprendront de leurs erreurs. Mais nous sommes là pour les conseiller à tout bout de champ, les porter quand ils tombent. Nous sommes là à travers nos conseils, d'accord, les aider, c'est-à-dire leur apporter
afin qu'il puisse se relever. Et comme disait quelqu'un, il vaut mieux un père clochard, soulard et tout ça, que de ne pas du tout l'avoir dans sa vie. Donc, le père clochard, soulard, quoi qu'il soit, d'accord, déviant, déviant entre griffes, sa présence, d'accord, elle est importante. Du coup, je vais inviter sûrement nos chers parents, nos chers pères, nos chers époux, à manifester un peu plus d'humanité, de douceur, de patience et de proximité vis-à-vis de leurs enfants. Et savoir que crier à tout bout de champ, ce n'est pas ça. Non, on peut éduquer autrement, par la douceur, oui. J'imagine que la loi va être implacable avec ses parents, ses pères. C'est clair. C'est clair. Alors qu'ils cherchaient que le bien de leur enfant et le bien de la société. Non, on ne va pas chercher aussi le bien de la société, sinon de l'enfant, en éteignant aussi la personnalité de l'enfant, en brimant l'enfant, si bien que l'enfant va porter après des séquelles psychologiques et tout ça. Il ne pourra plus être indépendant, savoir prendre les décisions, ou bien à chaque fois il sera comment on dit ça? Terrorisé ou terrifié. Terrifié, voilà, merci pour les expressions. Donc non, il faut forcément que nous puissions revoir cette manière que nous avons de vouloir mettre toute notre haine, notre rage dans l'éducation, dans le redressement de nos enfants. Non, on va élever les enfants, mais il faut les élever de la plus belle manière pour qu'ils puissent éclore également de la plus belle manière et pouvoir contribuer à l'État, c'est-à-dire aux choses de la cité, donc à la construction donc de Madame Haïti, on va changer de sujet. J'ai 2 autres cas à vous soumettre rapidement et qui m'intéressent. Un homme qui voit son ex en circulation et qui lui tire dessus avec un fusil. Ah non, c'est très sérieux, candidat Rouretor, provoquant la mort quelques heures plus tard de l'ancienne compagne. Et puis une femme qui poignarde à mort son mari parce que celui-ci la soupçonne d'adultère. Le foyer est devenu très dangereux. Ça, vous pouvez le dire. C'est ce que je suis en train de constater. Et moi, j'ai l'impression même que nous sommes dans des films. Oui, c'est comme pourtant, c'est au Bénin. Le premier cas, c'est à Parakou, le second à Sinandé. Alors, moi, je ne sais pas. Au fait, il faut se dire, il faut comprendre que nul n'appartient à l'autre. Ma vie n'appartient à personne. Je m'appartiens, vous vous appartenez. Donc, c'est comme il s'appartient, son époux s'appartient. Mais il faut dire ça au cœur. C'est le cœur qui peut comprendre ça. Le cœur ne peut pas raisonner. Non, mais justement, le cœur peut raisonner. Ah oui? Oui, il faut aimer avec raison. Le cœur, c'est vrai que les émotions, les affects se développent. Mais nous avons notre intelligence. C'est pour ça que nous avons été dotés de la raison. Donc, du coup, il faut savoir discipliner et savoir maîtriser ses pulsions. Oui, c'est une discipline de l'esprit, voyez-vous, et essayer de vivre un certain détachement. Il ne faut pas aimer jusqu'à fusionner. Et parfois, quand vous voyez un peu dans notre société béninoise, africaine et béninoise, ce n'est pas plutôt de l'attachement. Qu'est-ce que c'est? Généralement, ce n'est pas l'attachement, c'est plutôt l'ego qui vient parler. Ah, elle m'a abandonné, mais non, c'est pas possible. Et aussi, en plus de ça, c'est l'ego qui parle en premier, d'accord? Et après, le fait que les blessures intérieures, tout ce par quoi je suis passée, je n'ai peut-être pas... j'ai connu, par exemple, si nous prenons le cas de la dame, j'ai connu que des déceptions, des trahisons, de l'injustice. Et l'homme que j'aime, l'homme que j'ai fini par choisir moi-même, et lui et moi, on a fini par se choisir. Lui aussi, il me porte ce coup-là. Mais alors, on ne se maîtrise plus. C'est-à-dire, l'état d'esprit, ça devient tout autre chose. Voyez-vous, c'est en cela que dans les séries, les films policiers, les gens disent, viennent donner les avocats, j'allais dire, viennent donner cet argument-là que instantanément, la personne ne sait pas posséder, qu'il y a trouble, et puis bon, on déclare que la personne a une démence momentanée, passagère, et donc du coup, il faut qu'on aille la traiter et tout ça. Alors, je dirais tout simplement, je vais inviter les uns et les autres au calme, à la discipline de l'esprit. C'est très important. Développer la culture de soi-même, l'estime de soi-même, parce que si j'ai suffisamment l'estime de ma personne, quelqu'un ne peut pas m'abandonner, me lâcher, et puis je vais en faire tout
tout un drame, mais non. Mais quand on a construit peut-être 20 années de sa vie autour de la personne, mais c'est rien. Quand on a mis l'équilibre de sa vie autour de cette personne, ah non, on n'a pas 20 ans plusieurs fois dans sa vie. Mais je vous assure tout que il y a une force, il y a quelque chose de tellement bien dans la, est-ce que je vais dire la solitude, dans l'isolement, quand on est seul, d'accord? Pas qu'on est célibataire, non, mais pourquoi, la chose est qu'on n'arrive pas suffisamment à s'interroger. Mais pourquoi, Seigneur, tu permets ça? On vit simplement dans la chair. Et on oublie souvent l'aspect spirituel. La spiritualité fonde l'homme. Ah ouais? Oui, la spiritualité, ça fonde l'homme. Nous sommes corps, âme et esprit. Alors, pourquoi est-ce que, j'allais dire, on se focalise tout simplement dans le corps, dans la matière, et on ne s'approprie pas les deux autres points. Il faut composer avec le tout. Et quand vous composez avec le tout, je vous assure que rien ne peut plus vous déstabiliser. Est-ce que la répétition de ces drames n'est pas peut-être la conséquence d'une désorganisation de nos structures sociales? Hier, le foyer, enfin la famille, le couple vivait dans une grande famille, les crises se réglaient au-delà du couple, le père peut intervenir, la mère peut intervenir, etc., les oncles, etc. On convoquait même des réunions familiales pour régler des crises intimes au couple. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça peut être l'une des raisons. Oui, vous faites bien de le dire, l'une des raisons. Ça peut être l'une des raisons. Mais vous savez, on ne va pas au mariage en étant immature. Il faut forcément que, puisque la dynamique de la société impose cela, il faut forcément que nous également, nous puissions nous mettre dans la dynamique. Oui. Donc, on doit pouvoir s'inscrire dans cette dynamique-là. Du coup, oui, il y a cette désorganisation, d'accord, ces changements, je vais dire, je ne dirais pas désorganisation, c'est ces changements, ok, qui n'aident plus aujourd'hui, c'est-à-dire n'accompagnent pas les couples. Mais il faut savoir aussi que dans cet exemple que vous avez eu à citer, mais il faut reconnaître également qu'il y a beaucoup de conséquences négatives. Ça générait aussi beaucoup de conséquences négatives. Oui, mais bien sûr, parce qu'à un moment, alors même que les discordes sont présents, on va forcément devoir prendre parti pour un camp au détriment de l'autre. Voilà. Et donc, du coup, cela se constate. Et vous allez être d'accord avec moi que moi, je me rappelle, j'étais enfant et il y a eu une situation avec mes parents et ma maman, on était, c'est-à-dire la famille de mon papa était venue et puis on faisait son éloge et tout ça. À un moment, non, c'est-à-dire, en fait, ce n'est même pas le panégyrique, mais on disait, mais c'est-à-dire, on la félicitait de sa bravoure, le fait de s'être occupé de nous, de nous avoir accompagnés et tout ça. Et à un moment, elle devait aller faire quelque chose rapidement à la cuisine et revenir. Et à un moment, il y a un oncle là qui disait, bon, c'est bon, attendez, laissons la partie alors que c'était une stratégie, en fait, pour la faire sortir. Et nous tous, on était sortis. Mais moi, comme moi, je traînais un peu, j'étais dehors et j'entendais. Entre eux, ils disaient, mais vous savez, enfant, mais nous dit, mais et tout. Et moi, j'ai entendu ça. Et comme moi, j'aime bien rapporter. C'est quand on était enfant, vous connaissez les enfants. Donc, j'étais partie pour dire à ma maman, j'ai dit, écoute, maman, tu sais, ils ont dit, si, et ça. Donc, ils étaient en train, ils n'ont pas voulu trop te féliciter et tout pour tout ce que tu as eu à faire pour nous. Et donc, du coup, voilà. Donc, il faut reconnaître que dans ces genres de règlement de conflits, forcément, on prend cas, d'accord, et on prend parti, je vais dire, souvent pour les hommes, même si l'homme n'a pas raison, je ne sais pas, et on vient taguer que c'est la société, notre société. Non. Il faut sortir de ces schémas-là qui ne construisent pas, qui n'honorent pas. Quand vous faites mal, il faut dire, non, là, tu as tort, et devant la femme, et ça va dire à la femme, écoute, tu as raison, mais pondère. D'accord. Est-ce qu'on peut y voir la banalisation de la violence conjugale? Oui, mais c'est une banalisation de la violence. C'est clairement une banalisation de la violence parce que, vous causez du tort, vous me causez du tort, vous causez du tort, soit à la femme, soit à l'enfant, et pourquoi pas dans une moindre mesure à l'homme, parce qu'il faut que je sois juste et que je... Ah non, à Sénat, l'homme, il est décédé, hein? Oui, mais statistiquement parlant, oui. Combien de fois vous avez vu une violence perpétrée par une femme sur un homme qui décède? Peut-être parce que l'homme a une force physique qui lui permet d'échapper souvent à l'agression féminine. Écoutez, merci de me faire rire ce matin. Non, ce n'est pas ça.
Ce n'est pas ça. Non, 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 non. Bien au contraire, vous savez, l'ego de l'homme est un peu trop fort. D'accord? L'ego de l'homme est un peu trop fort. Et l'ego ne construit rien de bon. L'ego, ça ne construit rien de bon. C'est pour ça que je disais tout le temps, il faut savoir adoucir les choses, d'accord? Donc, l'ego de l'homme va causer beaucoup de violence, d'accord, dans le foyer et conduire la famille, une famille qui est partie sur une bonne base, conduit cette famille-là, ce foyer-là dans le gouffre. Madame Ariane Haïté, merci beaucoup d'être venue sur l'Actu Matin. Je rappelle que vous êtes sociologue, vous êtes juriste aussi, vous êtes consultante, vous êtes spécialiste genre, famille et développement. D'être venue sur l'Actu Matin, on a parlé un peu de ces faits sociaux qui ont marqué l'actualité ces dernières semaines au Bénin. Merci encore. C'est moi. Et paix à l'âme de ces deux hommes voilà. Et femmes, voilà. Notamment la femme pour Parakou et l'homme pour Sinandi. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, on va parler des sports maintenant. On est de retour en plateau pour parler actualité sport. Candide, bonjour. Candide, bonjour. On va parler de la plus belle fête de football sur la planète. C'est le retour, faut-il dire, de la Champions League. La manche retour des demi-finales de cette compétition qui s'ouvre ce mardi. Et ce mardi, justement, on a eu une manche aller qui s'était terminée sur un goût de quelque chose qui n'est pas allé au bout. Eh bien, la manche retour s'ouvre ce mercredi à partir de 20h précisément avec une seule affiche à suivre ce soir. L'affiche qui va opposer l'équipe anglaise à celle espagnole. Arsenal qui reçoit ce soir à partir de 20h l'équipe de l'Atlético de Madrid. Rappelons qu'au match aller, les deux équipes s'étaient neutralisées au bout d'un score nul d'un but partout. Donc au terme de la manche aller dans la deuxième demi-finale, l'équipe du Paris Saint-Germain s'était imposée par 5-4 à l'équipe du Bayern de Munich. Deux affiches qui s'étaient terminées, et bien entendu en queue de poisson. Cette fois-ci, la manche retour s'ouvre et ce soir, on va assister à la première affiche des deux à suivre dans le cadre donc de cette manche retour. À partir de 20h, Arsenal Tanguy reçoit l'équipe de l'Atlético de Madrid à l'aller. Les deux équipes s'étaient quittées en de bons amis. Ah oui, sur un score d'un but partout, et j'imagine que les Anglais doivent bien se préparer actuellement. Ça fait 20 ans qu'ils sont à la recherche d'un sacre à ce niveau-là, et tout au moins se qualifier pour, mettons, la finale. J'espère véritablement que ça va être vraiment leur année cette année, puisqu'au moins au plan national aussi, ils arrivent à faire de la distance avec Manchester City qui a fait match nul hier. Donc ça va être certainement une belle occasion pour eux, en tout cas, de s'inscrire dans l'histoire. C'est vrai que ça a été très compliqué pour mettons les Gunners ces dernières semaines, avec beaucoup de matchs ratés, beaucoup de sorties perdues, etc. Mais pour le match de ce soir, je crois qu'ils partent avec un léger avantage. Ils jouent à domicile, et quand on connaît la fièvre, mettons, des Anglais pour le football, on s'imagine que ça va accompagner certainement le 11 sur le terrain, et que ça va permettre justement de leur donner la force qu'il faut pour y aller. C'est vrai que Atlético, c'est une équipe défensive comme on connaît, avec Diego Simeone avec sa tradition, son style de deux rideaux devant le gardien. Alors, on va certainement assister à ça. Mettons que les Anglais vont trouver la solution. En tout cas, de toutes les façons, c'est à partir de 20h pour cette affiche entre Anglais et Espagnol. L'Atlético de Madrid qui sera en déplacement ce soir sur le terrain des Gunners de Arsenal. Après donc avoir reçu, il faut le dire, la semaine écoulée, l'équipe d'Arsenal à domicile, un match qui s'était terminé sur un score nul d'un but partout. On reviendra pas ici demain pour faire le point de cette rencontre et nous pencher aussi sur la seconde affiche des demi-finales comptant justement pour la manche retour. On va parler des dames maintenant dans le cadre de la préparation de la manche retour du dernier tour qualificatif de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans Pologne 2026. Les filles du sélectionneur Abdoulaye Ouzérou ont tenu ce lundi une première séance d'entraînement. Et là, on parlait des Amazones du Bénin revenus d'Abidjan au lendemain donc du match nul d'un but partout avec leurs homologues de la Côte d'Ivoire. Les Amazones étaient à l'entraînement dans l'après-midi d'hier au stade du Kégué de Lomé. Un retour aux affaires en vue de préparer avec rigueur
cette rencontre à la lutte d'une finale qui s'annonce pour le 10 mai prochain dans la capitale togolaise entre les deux sélections. L'objectif est clair, procéder au réajustement nécessaire, corriger les erreurs notées sur le match aller et s'apprêter à redécouvrir une équipe ivoirienne sous une autre facette en fin de semaine pour une ultime rencontre à bien négocier pour entrer à jamais dans l'histoire. De toutes les façons, elles auront toute une semaine durant à enchaîner avec les séances d'entraînement sous la houlette de l'encadrement technique pour être bien assez prêtes pour ce rendez-vous crucial qui pointe à un pas du prochain mondial des moins de 20 ans au niveau de la catégorie des dames. Si les Béninoises ont effectué ce lundi leur première séance de préparation, les Ivoiriennes, vous les avez aperçues un peu plus tôt, n'ont pas profité de la grasse matinée dimanche dernier après donc le nul 1-1 face au Bénin. Elles ont aussitôt repris le chemin de l'entraînement sous la houlette du sélectionneur Mathieu Esposito. Le groupe a repris le chemin du travail sur le terrain du lycée technique de Cocody et qui leur sert de camp de base pour préparer donc la double confrontation face au Bénin. L'encadrement technique veille à maintenir tout le groupe mobilisé en perspective du match retour prévu pour le 10 mai prochain. Ça sera à partir de 15h GMT au stade de Kégi de Lomé. Et si on restait avec les dames pour parler de ce qui est la grosse attraction sur la matinale, justement au niveau de la rubrique sport, les mardis matins. Nous sommes mardi. Le document de cette semaine sur la matinale s'intéresse aux filles. Eh bien, dans le magazine de ce matin, nous vous emmenons à la découverte d'une équipe féminine qui a fait son petit bonhomme de chemin vers l'élite du football féminin béninois. Il s'agit de la section féminine de l'association sportive Lagade qui a connu une ascension fulgurante ces dernières années. Et pour ceux qui connaissent la petite histoire, en 2023, l'équipe a disputé, il faut le dire, la ligue départementale au niveau de la ligue amateur, au niveau du football amateur, au niveau donc du département de l'Atlantique. Au cours donc de la saison 2023-2024, l'équipe a fait sa première expérience en 3e division. La saison qui a suivi, celle 2024-2025, eh bien, les filles ont terminé championnes de la 3e division avant donc de terminer cette fois-ci avec une montée en l'élite déjà assurée après donc 14 journées disputées au niveau de l'antichambre de la 1re division féminine du Bénin. Suivons ensemble. Matinée pleine d'émotions ici au quartier général de l'association sportive Lagade dans la commune d'Abomey-Calavi. Avant de prendre la direction du stade, le rituel est immuable pour les joueuses. Animation, ambiance conviviale, prière et parfois de précieux mots d'encouragement. Le match de tout à l'heure, les supporters veulent la victoire. Nous aussi, on veut la victoire. Mais surtout la victoire avec la manière. C'est mon message personnel, mais c'est le message de tout l'encadrement et de tous les supporters. Et vous allez le remarquer tout à l'heure au terrain. Sur les visages, on peut bien lire toute la complicité entre ces jeunes joueuses. Pensionnaire de AS Lagade depuis plusieurs années, elle allie ici sport et études. Plus qu'une équipe, c'est une véritable famille qui s'est enracinée entre ces jeunes joueuses depuis 2023. Elles écrivent ensemble leur propre histoire dans le livre du football féminin béninois. Au départ, un peu de scepticisme, un peu également de susceptibilité au niveau d'un certain nombre de parents. Nous n'avons pas commencé tout de suite avec le mode internat avec ces filles. Après la première saison où les filles ne sont pas restées en interne, et la saison 2023-2024, tout le monde était en internat. Ça permet aux filles de rester ensemble, de se connaître, d'avoir en tout cas des liens de familiarité très forts. Et sur le terrain aussi, ça facilite les choses, les séances d'entraînement, elles peuvent s'entraîner tous les jours, et jouer des matchs amicaux. Nous sommes un groupe, nous sommes une équipe. Nous sommes une famille. Dans un même état d'esprit. AS Lagade, tous ensemble, jusqu'au bout. Un parcours de 3 bonnes années pour ces filles qui ont su se tracer leur chemin vers l'élite du championnat de football féminin béninois. Après 2 différentes expériences infructueuses,
C'est finalement au troisième coup d'essai que ça marche pour les justicières de AS Lagat. Elles réussissent à passer le cap des playoffs et à s'imposer comme championne de la 3e division féminine du Bénin saison 2024-2025. Une consécration qui ouvre un nouveau chapitre à l'équipe, mais aussi à certaines d'entre elles qui sont régulièrement appelées en sélection féminine cadette et junior. C'est le travail, c'est le travail. Vous savez, le football, c'est un jeu où tout le monde voit. C'est un jeu à l'air libre. Et quand il y a le travail bien fait, ça donne toujours le résultat. C'est ça qui prouve que quand elles vont en sélection, elles se donnent et elles se montrent de quoi elles sont capables. C'est une fierté. C'est vrai que nous avons quand même plusieurs filles qui ont déjà fait leur début en sélection nationale et on a des raisons d'en être fiers. Ce n'est que le signe ou le symbole que et nous faisons quand même quelque chose de bien quand on sait d'où on est parti avec ces filles-là. On ne peut que souhaiter que cette dynamique qui a cours chez nous continue. Connu pour son efficacité offensive redoutable avec 70 buts pour sa montée dans l'antichambre de la 1e division, l'équipe survole tout sur son passage pour sa première expérience en 2e division. Ce samedi matin, ces pensionnaires de l'association sportive Lagat s'apprêtent à prendre le chemin pour le dernier match à domicile de la saison 2025-2026. Bien galvanisées, elles affichent de la confiance pour la réception de leurs homologues de Victoria FC. Nous sommes très confiantes et avec l'ambiance qu'il y a, la joie, je crois que nous sommes prêtes. Le moral est haut, il y a l'ambiance, il y a la joie. Il y a la concentration. Nous sommes toutes motivées pour aller remporter la victoire. Sur le terrain, on va montrer de quoi nous sommes capables. Mais tout compte fait, on va ramener les 3 points. Super. C'est la 2e confrontation directe de cette saison entre les filles de AS Lagat en rouge et celle de Victoria. Après un match nul d'un but partout au cours de la phase aller, les rouges viennent cette fois-ci avec l'ambition d'empocher les 3 points de la rencontre. Objectif atteint sans embâche avec un éclatant succès 4-0. Franchement, c'est venu choix. 4-0, c'est pas donné à n'importe qui. En plus, c'est un championnat. Et puis, c'est une équipe avec qui on a fait un match nul aller et c'est le match retour. Et 4-0, c'est une joie, c'est une satisfaction pour nous. Une nouvelle victoire pour les justiciers de AS Lagat qui poursuivent avec leur série d'invincibilité sur la phase retour. Dans la poule A, elles ont imposé leur rythme avec un bilan de 13 victoires, une défaite et 2 matchs nuls. 47 buts marqués contre 10 encaissés. Les filles de AS Lagat totalisant 41 points au compteur distance leur dauphine au classement de 13 points. Une statistique qui leur permet d'assurer leur montée en 1e division féminine à 2 journées de la fin de la phase régulière. Il y a des matchs où on a eu vraiment de difficultés. Il y a des matchs à la dernière minute où on a gagné. Donc, par contre, tout ça, le travail, la détermination a permis aux enfants, aux filles académiciennes de se donner et de venir à bout du championnat. Les justiciers ne feront donc qu'un coup passage en 2e division après y avoir accédé. Elles prennent aussitôt la direction de l'élite du championnat national de football féminin après une saison réussie et surtout un parcours fructueux. La Bille Etou, précédemment meilleure buteuse en D3 féminine avec 29 buts, arrive encore en tête du classement des buteuses avec 23 buts inscrits en 2e division. AS Lagat y va avec les dents parce que AS Lagat a mûri. Maintenant, peut-être que ces dents ne sont pas encore aussi acérées que celles des anciennes qui sont dans l'élite. À ces anciennes-là de nous le démontrer sur le terrain. De toute façon, on ne va pas se laisser compter l'événement. On va tout donner dans la préparation
et pour y arriver. Rester modeste, jouer le maintien et surtout se pencher davantage sur la promotion des talents de l'équipe. Voilà donc la feuille de route que prépare Slagad pour la prochaine saison où elle fera sa première expérience dans l'élite. Mais en attendant, les justiciers gardent un œil sur le titre de championne de la 2e division qu'elles vont disputer dans les toutes prochaines semaines avec leurs homologues de Star FC, leader de la zone B. Voilà donc ce que nous vous avons proposé ce matin dans ce nouveau numéro du document de cette semaine. Allez, on va finir avec un sport de combat. Le karatéka béninois Issana Dianou s'impose au championnat de France environ 2 mois après sa double médaille au championnat de France Espoir. L'athlète béninois confirme à nouveau chez les juniors de plus de 76 kg pour l'une de ses dernières apparitions dans la catégorie Issana a signé de performances remarquables face à ses différents adversaires pour s'offrir une nouvelle médaille d'or à l'occasion donc du championnat de France combat individuel junior tenu samedi dans la ville de Valence. Une nouvelle prouesse qui s'aligne pour l'athlète béninois déjà surclassé chez les espoirs le 28 février dernier où il avait raflé l'argent en individuel et le bronze par équipe. Et au niveau donc des seniors, il avait été freiné en demi-finale tout juste au pied du podium. Avec cette nouvelle médaille, San envoie un signal fort à ses futurs adversaires alors qu'il s'apprête à découvrir la catégorie espoir car comme il sait si bien le faire, son ambition sera de s'imposer et surtout continuer par faire de la première marche du podium son allié. Allez, Tanguy, ça sera tout pour l'espoir ce matin. Candide, c'était très intéressant. Merci beaucoup d'être passé par ici. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci. Demain, on va se voir. Mesdames et messieurs, voici mon deuxième invité ce matin. Lui, c'est Basile Chivozo. Il est conseiller à la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Monsieur Chivozo, bonjour. Bonjour Tanguy. Ancien journaliste, ancien patron de presse, ancien président du CNPA, ancien. Si je dois citer tous les titres, on ne va pas en finir ce matin. Merci beaucoup d'être ce matin sur mon plateau. C'est un plaisir. On va évoquer 3 sujets avec vous ce matin qui concernent, mettons, la vie des médias au Bénin. On va parler de la liberté de la presse avec le classement Reporters sans frontières de la dernière fois. On va parler de la politique aussi, puisque les médias en parlent. Et puis, on va évoquer la présidentielle de 2026. On va dresser un petit bilan de ce que les médias ont pu apporter à la réussite de ce grand rendez-vous national. Commençons déjà par ce qui nous concerne directement. Oui. Le classement de Reporters sans frontières. On est passé à une dégringolade carrément. Je ne me rappelle plus si dans l'histoire de ce classement-là, on a eu à chuter autant de fois. Ça fait quand même 21 places perdues entre 2025 et 2026. Monsieur Chibozo, je vais interroger le journaliste. Comment vous vous sentez à la lecture de ce résultat, de ce classement? Merci Tanguy, merci pour l'invitation. Moi, je crois quand même que c'est un rituel traditionnel que le Reporters sans frontières fait toujours. Mais il faut dire que c'est un baromètre international qui apprécie les médias au plan international et donne un attribut de points. Et en la matière, je pense quand même que Reporters sans frontières est dans son rôle d'apprécier un peu le climat le médiatique, journalistique dans un pays. C'est vrai que nous avons dégringolé, c'est regrettable, il faut le dire. Mais dans le même temps, quand nous montons, eh bien, on ne s'en plaint pas. Donc, dans tous les cas, Reporters sans frontières fait son travail. On a dégringolé parce qu'on a estimé que, eh bien, il y a un certain nombre de faisceaux, des signaux qui sont peut-être négatifs et qui ont amené à cette baisse-là. Le manque de liberté de ton, le premier élément par exemple. Voilà, comment peut-on l'expliquer, M. Chibozo? Non, seul le Reporters sans frontières peut répondre à cette question-là. Qu'est-ce qu'on met dans liberté de ton? Le ton doit être libre comment? Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est des choses sur lesquelles on peut s'interroger. Dans un pays où nous sommes dans une situation où quand même le ton n'est pas aussi tel que ça. Le ton quand même existe, le ton monte, le ton s'ajuste, le ton parle, le ton tout le temps. Alors on ne comprend pas pourquoi est-ce que le ton peut être un facteur de dégringolade. Bref, je crois que Reporters sans frontières dans son rôle et en la matière depuis 33 ans. Ils sont dans ça, on ne peut pas leur refuser ça. Parce que lorsque on nous apprécie en bien, on est content. Quand on nous apprécie en mal, on est un peu frustré. Ce qui est nécessaire et fondamental, c'est qu'il faut que nous voyons tous dans l'écosystème des médias ce qui ne va pas.
ou ce que le représentant frontière nous reproche en termes de gouvernance générale de la presse béninoise. Parce que c'est ça aussi. Il ne s'agit pas peut-être des journalistes fondamentalement, mais il s'agit peut-être de l'environnement dans lequel les journalistes exercent. Le classement a évoqué l'environnement, notamment les lois par exemple, la question du code du numérique. Oui, mais en cette matière-là, je crois qu'il faut marteler, il faut être assez précis. Le code numérique ne nous concerne pas en tant que journalistes. Le code numérique concerne tous ceux qui vont sur le cyberespace et qui s'exposent sur le cyberespace. Et quand ils commettent des impairs sur le cyberespace, c'est le code numérique qui s'en charge. Le code numérique n'est pas notre code. Notre code, c'est le code de déontologie dans les médias 1 et le code d'information de la communication, le CIC. Dans cette matière, l'amalgame ne doit plus être fait par nous parce qu'il est temps que, 11 ans après l'adoption de ce code-là, on soit toujours en train de se chercher, de trouver une sorte de confluence entre ce code-là et le code qui nous concerne. Oui, mais il n'y a que certains juges, ils font recours quand ils ne trouvent pas les moyens de tenir le journaliste par le code de l'information. Effectivement, parce que justement, le journaliste a toujours une sorte d'inclinaison au niveau du numérique. Du cyberespace. Lorsque vous faites votre publication sur le cyberespace, même si vous avez un truc et que vous le mettez sur le web et que c'est diffamatoire, naturellement, celui qui se plaint se réfère à ce code-là. Encore que l'avocat qui prend, sachant bien que le code de la communication met l'accent sur les 20 priorités de liberté, il va du côté de là où il y a peine, il y a pénalité. Donc, il utilise le code. Mais le juge, dans son appréciation, malheureusement, il juge à travers la citation directe qu'on lui amène. En fait, c'est ça. Parce que vous savez qu'en matière de délit de presse, le procès se fait déjà avant de venir au niveau du tribunal, au niveau du juge. Donc, le juge apprécie par rapport à ça. Ce qui est fondamental et qui est regrettable, c'est qu'il ne faut pas que le journaliste qui a d'une carte de presse soit fasse l'objet d'une sorte de rétention en matière de droit. Voyez-vous. Et c'est ça un peu que nous devons essayer de faire pour que aussi bien les juges que nous puissions avoir un peu la possibilité de s'entendre sur ce qui relève du code de l'information, ce qui relève du code du numérique. Voilà. Alors, est-ce qu'on n'a pas aussi, en tout cas en se référant un peu à ce classement de Reporters sans frontières, la question liée justement à la liberté des journalistes? Il y a eu quand même quelques cas qui ont été assez très accrocheurs récemment. Le cas Hugues Komla-Sosukwe par exemple, d'autres journalistes qui ont été aussi interpellés. Ces cas ont dû certainement peser dans la balance. Et du côté de la RAC, comment est-ce qu'on a vécu ces différentes actualités-là? Merci beaucoup. Je crois que du côté de la RAC, nous avons gardé une certaine sérénité parce que nous, vous savez, nous sommes un régulateur. Un régulateur, fondamentalement, ne doit prendre parti. Mais il faut quand même remarquer que lorsque nous évoquons le cas de Hugues Sosukwe, Hugues Sosukwe, fondamentalement, n'est pas journaliste en soi. Il n'est pas professeur des médias en soi. Parce qu'il n'est pas détenteur de la carte de presse en soi. Et mathématiquement, au Bénin, la détention, l'exercice de la profession est caractérisé par la détention de la carte de presse. Quand vous n'avez pas de carte de presse en du Bénin, vous n'êtes pas journaliste. Vous êtes professeur des médias, vous n'êtes pas journaliste fondamentalement. C'est le cas de Hugues Sosukwe. Et quand le représentant frontière juge un journaliste de ce genre-là, qui n'est pas en soi journaliste selon les dispositions de la loi de code de la communication, et déclasse le Bénin, il y a matière à polémique, à réflexion. Et c'est ça un peu ce que nous soulevons. Je prends par exemple le cas aussi on va parler par exemple de trucs là de frère Onvi. Frère Rousseau, c'est un activiste, c'est un web activiste. Tout le monde connaît ça. Un web activiste est géré par le code du numérique et non le code d'éthique et de déontologie ou le code de l'information de la communication. Ça doit être clair, par exemple. Olivier Alochebe, oui. Il a aussi fait l'objet d'une arrestation. Mais lui a reconnu qu'il a fait parce qu'il est parti faire une publication sur Facebook qui en soi relève du numérique. Lorsqu'on met tout ça la bout en bout, il y a le dirigeant de La Boussole aussi qui a subi quelques soucis. Voilà, il y a exactement. Les responsables d'une radio communautaire. Lorsqu'on met tout ça la bout à bout, on en déduit que le représentant frontière fait des estimations qui, fondamentalement, verticalement, intrinsèquement, ne relèvent pas fondamentalement de la réalité. Puisque les réalités sont là. Le débat qu'on doit se faire peut-être, c'est représentant les points focaux de représentant frontière au Bénin doit quand même nous dire sur la base de quoi le rapport qu'il lui fait et envoie là-bas nous déprécie. On ne le diabolise pas. Mais il faut se questionner, se demander, mais qu'est-ce qu'on nous déclare par rapport à quoi? Le temps, je l'ai expliqué. Hugues Sosukwe, je l'ai expliqué.
les lois. Oui. Donc, rapport. On a parlé aussi des conditions difficiles, notamment conditions économiques, de survie des organes de presse. Vous avez été patron de presse. C'est très compliqué aujourd'hui de faire vivre un média au Bénin. C'est plus que clair, c'est un drame. C'est un drame ce que vivent les organes de presse aujourd'hui. Parce que l'économie, le système, l'écosystème économique des médias est complètement catastrophique. Vous savez qu'avant, on avait un peu les contrats médias, on avait les contrats publicitaires, on avait les abonnements, et puis l'aide de l'État était là, c'était une réalité. Tout a été suspendu. Tout a été suspendu. Bon, je crois que c'est un débat qu'on doit faire pour que ça revienne. Et c'est en cela qu'on va demander au chef de l'État qui vient, M. René Odayi, de regarder, de jeter un regard condescendant au niveau de la presse, qui a fait de résilience pendant quand même 10 ans, et qui n'a jamais failli, malgré les difficultés, malgré les fatras. La presse a toujours été presse, a toujours donné l'information, a toujours donné le ton. Ne s'est jamais tué. Les journalistes qui travaillent dans des conditions difficiles, précarité absolue, mais font quand même le travail. Je crois que c'est des héros. Moi, je pense que nous sommes des héros. Et par rapport à ça, il y a une prime à la démocratie qu'on doit payer. Pendant 10 ans, on n'a plus payé cette prime-là. Il faut qu'on puisse commencer à repayer cette prime-là. Et ce sera. Et vous gardez espoir parce que quand on voit un peu le contenu de son projet de société, il n'y a pas vraiment de référence aux médias au Bénin. Qui vit d'espoir ne meurt jamais, dit-on. Mais vous savez qu'un programme de société doit connaître des déclinaisons. Absolument. Et si le programme de société a été fait sans tenir compte de certaines choses, il est juste bon qu'au niveau des médias, on puisse les rappeler que les problèmes fondamentaux qui sous-tendent les médias sont tant. Et ça, c'est la pierre que je jette un peu au niveau de l'association, qui doit se réveiller et montrer un peu au niveau du président qui vient que nous avons des problèmes. Les problèmes de fond, d'appui au développement des médias, le problème de l'aide à la presse, le problème des formations, le problème de la transition numérique, etc. C'est des choses qu'on doit pouvoir amplifier. Et dire au président de la République qui vient, de bien vouloir regarder ça et de pouvoir acter. Toujours sur ce premier sujet, on va finir par ça. C'est vrai que Reporters sans frontières ne l'a pas évoqué, mais il est quand même temps de se regarder soi-même dans la glace. Monsieur Chibozo, comment vous voyez les journalistes dans leurs prestations depuis 10 ans? Je crois que la prestation, elle est beaucoup plus communicationnelle qu'informative. La précarité est de mise parce que la convention collective que nous avons adoptée n'est pas fortement respectée. Mais décalée par rapport à la réalité. Oui, une condition entraîne une autre. C'est que tant que l'entreprise de presse n'a pas de fiabilité économique, ça ne peut que déteindre sur les journalistes. Un journaliste qui n'est pas libre, un journaliste qui n'a pas une certaine satisfaction économique ne peut véritablement pas faire son travail. C'est extraordinaire. Moi, j'observe que malgré toutes ces difficultés, la presse quand même tient. Et c'est ça que moi je loue. Vous tenez ici parce que vous, pendant longtemps, vous n'avez pas les meilleures conditions et pourtant vous tenez. Plein d'organes de presse n'ont pas les meilleures conditions, mais ils existent. Certains ont basculé en numérique, mais ils existent toujours. Parce que le désir d'informer est toujours là. Et ça, c'est fondamental. Au niveau de la HAC, nous avons 106 organes de presse, 106 journaux qui sont autorisés. Nous avons 109 médias en ligne qui seront autorisés dans quelques jours. Nous avons une 80aine de radios. Nous avons 4 télévisions privées qui fonctionnent. Ça veut dire que le bouillonnement au niveau de la presse existe dans le pays. L'essentiel, c'est d'accompagner cela pour que la place qui est dans l'autre soit toujours observée. Et j'observe que quand je prends un pays comme le Burkina Faso, où les journalistes ont été totalement même enlevés et ont disparu. Ils sont bien classés que nous, visiblement. Voilà. Posez-vous la question. Comment est-ce que dans un pays où les journalistes ont été enlevés, certains ont même été soumis aux travaux forcés, enfin, ont été au front, ce pays-là soit mieux classé que nous. Peut-être dans le nombre et la quantité, peut-être, qui sait. Alors, parlons du deuxième sujet, notamment, qui s'annonce d'ailleurs. Je crois que le président de la HAC l'a évoqué lors de la rencontre du 3 mai dernier, c'était dimanche au siège de l'institution. La question de la trêve politique qui s'annonce, déjà mise en application sur le plan politique. Comment ça va se décliner? On se tait tout le monde ou bien on parle des chiens écrasés et puis on oublie tout ce qui concerne la vie publique, disons? Dengue, il faut une distinction entre trêve politique et trêve médiatique. Ok. On n'a pas de trêve politique et non de trêve médiatique. Ça veut dire que ça ne nous concerne pas. Ça concerne les politiciens qui ont estimé qu'à un moment donné, qu'il faut une trêve et accompagner le développement du pays. Donc, ceci dit, c'est un dispositif qui concerne les politiques et les politiciens. Ça ne concerne pas la presse.
parce qu'on n'a pas décrété la trêve médiatique. C'est vrai que la matière première des organes de presse, c'est un peu la politique. Parce la que politique. Nous avons habitué un peu nos lecteurs, nos auditeurs à ça. Mais ceci dit, lorsqu'on parle de politique, ça n'empêche pas de faire des critiques politiques, des commentaires politiques, des analyses politiques, des éditoriaux politiques et même des billets au plan politique. Ça n'empêche pas. Mais ça n'empêche pas. Comment percevez-vous alors cette mise en garde en griffe du président le dimanche qui disait vous n'allez pas jouer le rôle de politique à leur place, nous serons les yeux bien ouverts pour vous surveiller. Non, vous savez que le président Loko, c'est un grand blagueur. Ouais. Je crois que non, fondamentalement, il blague. Parce que lui-même sait que lui, en tant que président des médias et en tant que président de cette institution-là, a toujours à cœur quand même que l'exercice de l'État existe. Vous savez qu'il a beaucoup plaidé pour l'aide à la presse. Absolument. Et une partie pour réhabiliter la main des médias. Non, je crois que beaucoup ont pris ça au premier degré. Parce qu'il a dit que ce qui fournit un peu les organes de presse en général, c'est les hommes politiques. Oui. Mais dès lors que la trêve est politique, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ça n'implique pas que, il y a ce thème médiatique? Ce qui est faux, on n'a pas dit ça. L'autre chose, c'est qu'il a dit, maintenant que la matière première qui alimente les usines médiatiques disparaît, est-ce que maintenant il n'y a pas de temps que l'État puisse financer maintenant les médias? Je crois que ça, ils ont oublié. Mais pour ce que moi je sais, il ne peut pas y avoir de trêve médiatique. Il y a une trêve politique. Il y a quand même une ambiance qui affaiblit, je dois dire, en termes de foisonnement informationnel depuis 10 ans, ce qui oblige désormais les médias à réfléchir pour produire de l'information. Est-ce que la RAC travaille justement à accompagner, je dois dire, les médias à trouver le moyen d'exister du point de vue de la matière à traiter? Absolument. Je crois que l'un des rôles de la RAC, c'est de voir sur le financement des organes de presse, à travers l'aide d'État à la presse. Mais c'est à travers l'aide d'État à la presse et le fonds d'appui des médias. Et à travers l'article 40 du Code national de la communication qui met l'accent sur les agissements fiscaux. Tout à fait. Lorsque tout ça est observé, je crois quand même que la presse doit vivre un peu. Mais au-delà, malgré tout ça, je crois quand même que les productions au niveau des rédactions se font. Moi, j'ai du plaisir quand je lis un peu, je suis un peu les productions que vous faites au niveau des zones rurales. C'est ça qu'il faut. À défaut de politique, on peut faire autre chose. On peut définir d'autres angles de traitement de l'information. Il y a plein de choses qu'on peut aborder et qui même accrochent beaucoup plus que les champs politiques. Voyez-vous? Et en cela, je crois que c'est là où nous devons essayer d'aller. Essayer de voir un peu les grands reportages qui peuvent vraiment nous meubler nos trucs. Sans oublier les débats internes que nous devons faire sur les plateaux par rapport aux problèmes de notre pays. Les débats se sont raréfiés. La faute aux professionnels, la faute aux acteurs. Non, je crois quand même que ce n'est pas la faute ni à l'un ni à l'autre. Parce que j'ai toujours compris que les micros, les studios sont ouverts aux acteurs politiques. C'est eux qui ne viennent pas. Ça, c'est pas votre faute. C'est pas de votre faute. Mais à défaut, on faut changer de paradigme pour faire exister nos organes de presse en créant d'autres thématiques sur lesquelles il faut travailler. Si par exemple vous venez ici et que sur Zone Franche, il n'y a pas l'invité, ça fait flop. C'est vrai, mais on peut trouver d'autres thématiques développées. Moi, je pense que nous devons orienter un peu nos productions par rapport à la nouvelle donne. Le troisième sujet sur lequel j'ai bien envie d'avoir votre avis, c'est la présidentielle de 2026 et surtout la contribution des médias à la réussite de ce rendez-vous-là. C'est vrai que l'événement est pratiquement clos. On attend juste le dernier acte, la prestation de serment du nouveau président élu. Mais quand vous avez suivi un peu les médias et tout ce qu'ils ont fait dans le temps, vous avez senti vraiment qu'ils ont apporté quelque chose? Non, les médias ont été extraordinaires. Ah bon? Ah oui, absolument. Je crois qu'ils ont fait le travail de façon professionnelle. Ils ont respecté la campagne médiatique telle que définie par la RAC. Ils ont fait montre de professionnalisme dans les analyses, les diverses analyses que moi j'ai suivies un peu ici et là. Et je crois que les médias ont tenu quand même, ont tenu cette place-là. Et ont accompagné un peu le processus des présidentielles. Est-ce qu'on ne les a pas trop limités à des messages qu'ils doivent relayer et puis ça se retrouve dans tous les organes de presse? Ça fait comme un uniformisme informationnel, ça ne diversifie pas l'analyse. Tant que c'est pas nouveau ça. Ah oui? Vous savez bien, c'est pas nouveau. Depuis que la RAC existe, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours une période de pré-campagne, de campagne dans laquelle, eh bien, on situe les choses. Et puis, ce n'est pas une sorte de rigidité ou d'orientation particulière. C'est un contrat d'adhésion. C'est-à-dire que la RAC, par exemple, a décidé de faire participer les organes de presse et pour accompagner la campagne médiatique. C'est ça qui a été fait. Ouais. Mais ça n'a jamais empêché les organes de faire d'autres analyses, d'autres commentaires par rapport à l'actualité présidentielle. Non, pas du tout. La RAC, ce n'est pas son rôle, ça. Son rôle, c'est de faire le suivi officiel médiatique
des élections pendant la période électorale. Et ça, c'est depuis le cas, depuis 1994 que la HAC existe. Ça a toujours été ça. Il y a toujours une décision de campagne qui est prise, pré-campagne qui est prise, et on impacte les organes de presse pour travailler. Cette fois-ci, il y a eu 50 journaux qui ont été impactés. Autant de télévision, autant de radio, la radio rurale, une cinquantaine aussi. Il y a 31 médias en ligne qui ont été impactés. Il y a 4 télévisions privées qui ont été impactées. Pour suivre, pour l'accompagner le mouvement. Le reste, quand ils ont eu le contrat universel, n'ont jamais empêché, par exemple, Canal, de faire d'autres commentaires, d'autres analyses, de recevoir d'autres personnes, et de garder un peu des sous aussi par rapport au reportage politique. Du point de vue professionnel, sont-ils restés, je dois dire, dans les règles de l'art, telles que la HAC non, je crois que pour la plupart, ils ont été très professionnels. Et ça, il faut le souligner. À part quelques coquilles qu'on a observées, je crois qu'ils ont été professionnels. De plus en plus, vous savez, aujourd'hui, ce n'est plus un problème de la profession. C'est l'existentiel qui pose problème. Et si on atteint l'existentiel, je crois qu'on aura une presse de meilleure qualité au Bénin. Quels sont les gros défis aujourd'hui de la presse selon vous, quand vous les voyez de là où vous êtes aujourd'hui? C'est le défi du numérique et de l'intelligence artificielle. Il faut absolument une sorte de basculement de nos pratiques par rapport à ça. Il faut qu'on aille, parce que ça s'impose à nous. L'autre défi, c'est que nous devons définir des grands projets structurants pour la corporation. Parce que pendant longtemps, on n'a pas eu les grands projets structurants comme une régie publicitaire, comme une centrale d'achat. Donc il y a des projets qui sont en cours là-dessus, qui n'ont pas encore abouti. Absolument. Vous savez, il y a aussi la loi sur la publicité qui revient à la HAC et qui travaille déjà aussi à la mise en place d'un bureau de vigilance de la publicité qui est en cours, qui va s'observer. Vous savez que la maison des médias a reçu un peu de financement pour être réhabilité. Aujourd'hui, c'est une maison fière qui sera livrée d'ici là. Je crois que ça promet. Ça promet parce que de plus en plus, il y a du professionnalisme parce que les gens vont à l'école. En notre temps, on a fini dans les facultés, on est rentré dans la presse. Aujourd'hui, il y a des diplômés qui sont des écoles de journalisme. Ça, c'est des avancées majeures que nous n'observons pas, mais que nous faisons attention de voir. Donc, de plus en plus, il y a des professionnels sortis des écoles dont la formation est garantie. La formation continue doit être ce que nous avons envisagé aussi dans le cadre de ce qui vient. Et puis aussi de plus en plus voir la possibilité des groupes de presse, parce qu'après tout, nous sommes trop éparpillés. Pourquoi ne pas aller au regroupement de grands organes pour en faire des éléments tout là. Autant de chantiers qu'on pourrait ensemble voir avec l'ensemble des médias et les fêtières. Il y a un projet de restructuration du monde des médias qu'avait demandé le chef de l'État, Patrice Talon, dont le mandat est en train de tirer vers sa fin. Je ne sais pas si vous aviez eu vent de là où c'en est. Pendant 10 ans, on a eu l'impression d'être les oubliés de la République. Je ne sais pas si vous aviez eu cette impression, vous, depuis la HAC. Mais absolument, absolument. Je crois que quelque chose n'a pas fonctionné véritablement du côté du gouvernement en ce qui concerne le secteur des médias fondamentalement. Oui. J'ai l'impression qu'un déclic n'a pas été observé. Un clic n'a pas été observé. Les conseils qui doivent venir n'ont pas été donnés certainement. Ou alors le chef de l'État peut-être a un autre projet pour les médias qui n'a pas pu déployer. Il avait lancé par exemple la réforme des médias. Il a dit ça. Mais pourquoi ça n'a pas abouti? Parce que justement, pour ce que moi j'ai appris, eh bien, c'est un document qui est totalement atypique qui lui a été présenté, à tel enseigne que, il a estimé qu'il faut attendre d'abord. Moi, je pense qu'il y a des rendez-vous qui ont été ratés et sur lesquels aussi, nous aussi, on est resté sans bouger. Quand on rencontre le chef de l'État et que le chef de l'État nous parle, nous ratons toujours de poser nos problèmes aussi. Et tout ça, c'est des choses que nous devons voir. Voyez-vous? Est-ce que la HAC ne devrait pas prendre le lead justement de la restructuration vraiment du monde des médias aujourd'hui? On a l'impression qu'elle est aussi dans une sorte d'attentisme. Non, Frangis, non, Tanguy. Vous savez, quand nous sommes venus à cette mandature, nous avons fait beaucoup de réformes. Oui. Nous avons lancé par exemple la sélection de la carte de presse. Oui. Aujourd'hui, pour la carte de presse, ce n'est plus n'importe qui a la carte de presse. Tout à fait. Nous avons assaini le secteur de l'autorisation des médias. On a donné aux médias, aux radios, télévisions, où c'était un grand fou, un grand bazar qui a été observé. Et on a toiletté, nettoyé, même ici au niveau de Canal 3. Je crois que même ici, malgré la proximité des responsables avec certains de la HAC, mais ça n'a pas empêché de sévir. Et ça a été la donne. Vous savez, beaucoup d'organes de presse, de radio ont arrêté leur fréquence, justement pour assainir. Alors dans ce terrain d'assainissement, vous devez observer, nous allons quand même faire beaucoup de choses. Et comme vous le dites, on n'est pas resté sans agir, non, je crois. Et c'est aussi en cours.
Vous savez bien que nous, aujourd'hui, nous avons tous des médias en ligne, ce qui est une première de la sous-région, parce que la loi le permet. Et ça permet toujours de travailler, parce que ce n'était pas le cas. À la 6e mandature, il y avait 50 médias en ligne. Aujourd'hui, nous allons autoriser 109 qui vont venir. Ça veut dire que ça évolue. Et je pense que la HAC, qui n'est qu'un régulateur, la HAC n'est pas une association. La HAC accompagne. La HAC est une institution qui accompagne, qui régule et qui protège les journalistes. C'est ça que nous essayons de faire petitement à la 7e mandature. Voilà. Basile Tchobazo, merci d'être venu. Merci, c'est moi. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, voici la page santé de ce matin. Le matin se poursuit. À la fin de cette émission, vous aurez la revue de presse qui va revenir en détail sur l'essentiel de l'actualité abordée par les quotidiens dans leur production de ce matin. Vous aviez eu une idée brève de l'heure 1 tout à l'heure au début de cette matinale. Vous aurez de plus amples détails. Puis, pendant nos débats, on va évoquer justement de la politique, à quoi va ressembler le gouvernement de Romuald Wadagne en principe. Les débatteurs vont faire leur contribution. Ulrich Gaba et Eric Guédénon seront par ici pour dire deux mots là-dessus. Avant tout cela, voici Esther Tofa. Esther, bonjour. Bonjour Tanguy. Quand on est mardi matin, on a toujours droit à votre présence par ici. Et ce matin, on va parler d'une habitude importante pour la santé, dites-vous. Il s'agit de l'hygiène des mains. La communauté internationale, à travers l'Organisation mondiale de la santé, y consacre la date du 5 mai de chaque année. Cela rappelle ce réflexe que beaucoup ont adopté pendant la pandémie, qui a été progressivement négligé depuis la fin de cette maladie-là. Il s'agit de lavage de mains et c'est de ça que nous allons parler ce matin, Esther. Exactement, même si une journée spéciale est dédiée au lavage des mains au mois d'octobre, on ne peut pas parler d'hygiène des mains sans parler de lavage des mains. Ce geste est érigé en règle en période de Covid. On a parlé des gels hydroalcooliques à l'entrée des marchés, des bureaux, des écoles, des hôpitaux, en tout cas de tous les espaces publics et privés. Le monde entier s'était adapté. Mais ce geste a contribué à freiner la propagation du virus. Mais aujourd'hui, les habitudes ont changé parce qu'on a relâché, alors que les microbes, eux, circulent toujours. Se laver les mains, c'est un geste banal, presque automatique pour certains, et pourtant, il reste un des moyens les plus efficaces pour prévenir beaucoup d'infections. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une bonne hygiène des mains permet de réduire considérablement la transmission de certaines maladies, qu'il s'agisse de simples infections ou de pathologies plus graves. Dans les établissements de santé, un patient sur 10, dit-on, dans les chiffres de l'OMS, contracte une infection liée aux soins. Et plus inquiétant encore, près de la moitié de ces infections pourraient être évitées grâce à un simple lavage des mains. Dans les maisons, on ne va pas obliger les ménages à avoir un dispositif proprement dit de lavage des mains, mais on a de l'eau, on a du savon parce que c'est pas ce qui va manquer dans les maisons. Et avec deux ou trois bassines, le tout est joué. On peut se laver les mains à n'importe quel moment. Et au niveau des formations sanitaires, c'est désormais un réflexe et il est même recommandé aux professionnels de la santé qu'avant et après toute manipulation sanitaire, qu'ils doivent se laver les mains, c'est-à-dire qu'ils aient touché un patient, qu'ils aient touché des outils médicaux, ils doivent se laver les mains avant d'aller toucher d'autres outils ou d'autres patients, puisque certaines infections sont dues à ces manipulations-là faites sans hygiène préalable au niveau des formations sanitaires. On n'oublie pas les écoles qui constituent également un milieu favorable à la propagation des virus et des bactéries, parce qu'on parle des enfants, ils jouent beaucoup à la récré, ils mangent, ils ne se lavent pas les mains très souvent, donc beaucoup d'entre elles ont maintenu cette habitude de lavage des mains, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne continuent pas d'avoir ce réflexe-là, surtout au niveau des enfants. Moi, j'ai parcouru quelques écoles entre-temps et j'ai vu qu'au niveau des maternelles, surtout à la rentrée, au niveau des maternelles, il y a toujours des dispositifs et dès qu'ils vont aux toilettes, ils reviennent, ils se lavent les mains. Avant de manger, ils se lavent les mains. Après avoir mangé, ils se lavent les mains. Donc,
les enseignants font leur possible pour inculquer quand même ces habitudes-là aux plus petits. Donc, les bons réflexes à retenir, c'est se laver les mains avant de manger, après les toilettes, après avoir toussé ou éternué. Quand on est enrhumé et qu'on doit se moucher, même si c'est avec un papier mouchoir, avoir le réflexe également de se laver les mains parce que le virus est toujours présent. En rentrant à la maison, quand on a quitté le boulot, le marché, l'école, il faut toujours se laver les mains avant de faire quoi que ce soit, ou avant de toucher quoi que ce soit, après avoir manipulé des objets ou de l'argent. Surtout, le faire correctement, c'est-à-dire avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes en nettoyant toutes les surfaces des mains. Au milieu, au niveau de la paume des mains, il faut laver tout. Au niveau des ongles, c'est-à-dire... Et aujourd'hui, il faut aussi prioriser le fait de se couper les ongles. C'est vrai, les femmes, on aime avec... C'est notre chichi, on ne peut pas refuser ça, mais il faut quand même nettoyer les ongles, c'est très important. Donc, le lavage des mains, c'est quelques secondes pour éviter plusieurs maladies sur plusieurs jours. Donc, c'est un geste simple, essentiel, qu'il faut adopter, qu'il ne faut pas relâcher. Voilà. Merci Esther. On retient donc qu'il faut se laver les mains chaque matin. Oui. Et après chaque opération, repas, chaque repas, etc. Justement pour éviter donc de transmettre les maladies. J'espère que j'ai récité bien ma leçon de ce matin. Oui, pour éviter les maladies. C'est un 5 sur 10. Merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, on va faire une courte pause. Le temps de revenir par ici avec les débatteurs pour évoquer notre sujet de ce matin. Grâce au microcrédit à l'AFIA, Mariam a fait grandir son commerce. Avec le microcrédit à l'AFIA, Kofi a acheté cette nouvelle machine. Bonne nouvelle, le microcrédit à l'AFIA 3 est arrivé. Avec le microcrédit à l'AFIA 3, empruntez de 100 001 francs à 200 000 francs CFA pour développer votre commerce, investir dans vos projets et augmenter vos revenus. Un crédit rapide et simple à rembourser chaque semaine ou chaque mois. Rendez-vous vite dans l'une de nos institutions de microfinance partenaires. Pour toute information, appelez gratuitement le 73 20 de 8h à 18h, 7 jours sur 7. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Nous voici donc pour l'instant débat ce matin. Eloïse Gaba, bonjour. En attendant que Eric nous rejoigne, eh bien, on va évoquer le sujet de ce matin. On va s'intéresser un peu justement au profil, je dois dire, du gouvernement de Romuald Wadaï. C'est vrai qu'on n'est pas des conseillers politiques, on n'est pas de chef parti politique non plus, on n'a pas méthode de pouvoir outre mesure. Moi, on va quand même s'intéresser à quoi est-ce que doit ressembler un peu son équipe pour les 7 prochaines années. En fait, je présume que ça va être un peu comme son mentor, les mêmes en place pendant 10 ans, le riche. Il y a de fortes chances que nous ayons le même profil, parce qu'il a travaillé pendant 10 ans aux côtés de son mentor. Il a eu le temps d'apprendre, de voir certains aspects qu'il peut améliorer, mais je pense que le fond va rester le même. C'est un technocrate pantin et il voudrait également s'entourer des éléments qui peuvent lui donner le rendement qu'il veut. Peut-être bien que certainement nous aurons certains ministres qui seront conduits, mais ce qui est certain, il y aura de nouvelles entrées. Et ces nouvelles entrées, ce sera parmi son cercle restreint certainement. Des gens en qui il a confiance, des gens qu'il sait qu'ils peuvent faire le job pour pouvoir lui donner le résultat qu'il faut. Parce que vous savez très bien que depuis 2016, nous avons eu un président qui est essentiellement axé sur les résultats. Vous pouvez crier, vous pouvez pleurer, vous pouvez vous plaindre, vous pouvez gêner. Le plus important, c'est qu'il faut donner le résultat. Donc, vous voyez, on a parlé de certaines choses. Par exemple, quand le projet d'asphaltage a démarré, certains ont dit non, nos rues ne sont plus accessibles et autres, tout ça. Mais quand tout est terminé, et c'est beau, ce sont ces mêmes populations qui ont apprécié, qui ont même jubilé. Et donc, vous voyez, c'est que pour lui, il est toujours resté axé résultat. Donc, pour avoir travaillé avec un mentor qui est toujours, qui est resté dans le profil du bon technocrate axé sur les résultats, je pense qu'il faudra suivre également ce profil. Donc, peut-être bien qu'il y aura quelques anciens ministres qui seront reconduits, mais je sais qu'il y aura peut-être beaucoup d'entrées, et c'est ce à quoi nous allons nous attendre. Beaucoup d'entrées? Je crois bien. Est-ce que vous le faites dire?
Non, j'estime que quelque part, certains voudront se retirer, certains voudront vaquer à d'autres occupations. Et je crois aussi qu'il voudra expérimenter d'autres compétences. Vous voyez, quand nous regardons au niveau des différents ministères, il y a des cadres très importants qui ont travaillé avec les ministres qui sont déjà là. Et ces cadres, ce sont des jeunes. Vous voyez, le président Ouadani est aussi un jeune et il connaît ces cadres-là. Il a eu à certainement côtoyer à travailler avec beaucoup d'entre eux. Donc j'estime qu'il a déjà décelé des compétences à ce niveau-là. Il y a également d'autres compétences au niveau de la diaspora qui vont également peut-être frapper à ces portes et certainement ouvrira-t-il ces portes-là. Eric, bonjour. Bonjour, Tanguy. On est en train de parler de comment est-ce que ça va se faire, ce gouvernement qui s'annonce. Ça va être un gouvernement mis en place pour 10 ans, enfin pour 14 ans, mettons. 7 ans. Soyons, je dirais, respectueux des tests. Donc c'est renouvelable. 7 ans d'abord. C'est renouvelable. Parce qu'il y aura encore une autre élection. D'accord. Avec d'autres candidats. Voilà, maintenant, si il remplit, eh bien, on pourra faire l'addition des 7 prochaines années. Non, je pense que ceux et celles qui seront choisis seront ceux que le président jugera nécessaire pour porter sa vision, petit et grand, pour justement que ce travail de continuité qui est annoncé soit véritablement fait. Je pense que quand bien même on prêche la continuité, il faut quand même, dans la composition du gouvernement, donner un signal de ce que on a envie de faire plus que Patrice Talon, on a envie de faire plus que nous avions observé ces 10 dernières années. Et il faut justement à cela travailler avec des gens dont la compétence n'est plus à démontrer, des gens dont le visage politique est peut-être aussi un peu connu ou moins connu, mais en tout cas qui ont une parfaite connaissance de ce que veut le président et de là où il veut aller. Et je pense qu'en la matière, on observe déjà dans certaines discussions quelques noms qui circulent. On attend de voir. Si, j'ai vu un casting, notamment pour le ministère de l'économie et des finances. J'ai vu un casting avec une liste de et il n'y a pas mon nom par hasard? Non, vous n'êtes pas financier, vous. Il faut l'être forcément. Ailleurs, même des professeurs de français sont ministres de l'économie et des finances. Hein? On voit les résultats aussi. Oui. le ministre est comme manager d'une équipe, et puis voilà. On voit le résultat. Donc, des noms circulent. Donc, attendons peut-être d'ici... après l'investiture la prestation de serment, pour se faire une idée justement de qui sont ceux-là qui seront choisis. Mais il y a quand même une dynamique aujourd'hui et nous voyons que nous avons des cadres de plus en plus compétents qui peuvent véritablement jouer un rôle. Gaston Zossou les décrive comme des samouraïs du développement parce qu'ils pensent que ces 10 dernières années, on a quand même aussi travaillé à la formation de jeunes cadres qui sont prêts et qui sont à l'image de celui qui a été élu et qui saura justement les identifier et les appeler justement à sévir à côté de lui. Quelles sont les priorités sur lesquelles le gouvernement qui doit venir doit axer son... quelles sont les priorités qui doivent déterminer la configuration du prochain gouvernement, Ulrich? Les priorités en quels termes? Vous parlez en termes de que ce soit politique, que ce soit développement, que ce soit ressources humaines, voilà. Oui, déjà, il faut dire que la grande priorité, ce sera beaucoup plus économique. Parce que c'est un financier qui est là. Et vous savez que le financier, son problème, c'est d'abord les 2 chiffres, les 3 chiffres de croissance qui sont vraiment sa préoccupation. Donc la première chose, je pense qu'il va d'abord voir comment améliorer la rentabilité, la croissance économique du pays. Et d'ailleurs, il l'a dit, il y a un travail qui a été fait. Il y a des balises qui sont posées depuis 10 ans et on a senti qu'il y a une amélioration de l'assiette fiscale, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, il dit maintenant qu'il faut, parce que vous savez, pendant la campagne, on peut dire certaines choses et ne pas pouvoir les réaliser lorsqu'on vient aux affaires. Donc, il a bien dit que c'est de faire en sorte maintenant que désormais, la croissance que l'on remarque au niveau des chiffres puisse rejaillir, puisse se transmettre en
activité ou en effet socio-économique pour les populations. En un mot, s'il y a croissance, il faut que le paysan puisse ressentir cette croissance. Il faut que le menuisier, le maçon, le professeur à l'école, l'instituteur dans sa petite classe puisse ressentir cette croissance-là, que le panier de la ménagère ressente cette croissance-là. Donc c'est ce qu'il a dit qu'il va s'atteler à faire maintenant. Mais dans le même temps, n'oublions pas que c'est un financier. Il faut garder à l'esprit ce profil du nouveau président de la République, parce que ce profil va beaucoup impacter. Ce sera également une gouvernance assez fiscale. Il faut qu'on sache que ce sera. On aura beaucoup d'impôts à payer. Il n'y aura pas de nouveaux impôts, ça c'est clair. Mais ceux qui ne payaient pas leurs impôts seront obligés maintenant de bien payer leurs impôts, parce que déjà les balises sont posées. Est-ce que vous avez remarqué aujourd'hui qu'à chaque numéro d'identification personnelle est relié aujourd'hui un numéro IFU. Certains arrivaient quand même à se dérober, à enfiler entre les mailles des services d'impôt. Mais aujourd'hui, de plus en plus, vous allez remarquer que même si vous voulez faire une petite prestation, de plus en plus, vous devez payer déjà l'AIB. Si éventuellement vous voulez faire une prestation privée. Et les sociétés aussi maintenant n'arrivent pas à le faire. Donc, on n'aura pas systématiquement la formalisation du secteur informel, mais on aura une petite transition je dirais plutôt une semi-formalisation du secteur informel. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup plus d'élargissement de l'assiette fiscale. Ce ne sont pas de nouveaux impôts, je le précise encore, mais les impôts qui étaient déjà là, mais que les gens ne payaient pas, vous allez voir qu'il y aura un peu plus de pression pour que chacun joue son rôle pour le développement du pays. Donc cet aspect, il ne faut pas oublier, il ne faut jamais perdre ça de vue, on l'aura. Certains vont crier pour dire non, on rend le pays un peu difficile, mais non, c'est parce que certains se dérobaient, certains se faufilaient, ils ne payaient pas leurs taxes. Ça, c'est un aspect. Le second aspect, c'est que il y aura le volet social, parce que c'est ce que beaucoup de Béninois ont reproché à la gouvernance Talon. Ils ont estimé qu'il y a eu certaines choses qui ont été faites, des voies ont été construites, ça c'est un acquis, mais ils estiment que le panier de la ménagère ne se sent pas aussi au beau-fils de sa performance. Donc, ce travail doit être fait à ce niveau. On a vu, on l'a entendu dire qu'il va aider les producteurs, les agriculteurs à gérer leur retraite. Pour gérer la retraite, il faut quand même qu'on vous dénombre, il faut quand même qu'on vous sente sur une liste officielle. Donc, c'est pour cela que je disais tantôt que nous aurons, même si on n'a pas une formalisation, nous irons vers une semi-formalisation, parce que pour vous aider, il faut d'abord que vous soyez listé, qu'on sache que vous existez en tant que tel acteur. Donc, tout cela, ils vont voir. Donc, dans ce niveau, on va aider les agriculteurs, on va aider les artisans. Et l'autre chose, c'est le volet sanitaire. La dernière, le volet sanitaire, il a parlé des urgences, des soins qu'on doit donner très rapidement, avant même, dès que l'urgence se présente. Je pense qu'il va effectivement veiller à cela, parce que c'est l'un des maux qui mine la société béninoise. Vous allez dans les centres d'urgence des hôpitaux, vous allez voir, certains sont là à même le sol, on ne les touche pas, parce qu'on estime qu'il n'y a aucun parent pour payer les premiers soins, donc c'est assez difficile. Après tout, ce sont des humains. Donc je pense que nous aurons une fiscalité et marque socio-économique. Eric, vous savez, le discours d'investiture, le président élu peut apporter encore de nouvelles orientations sur sa vision ou les actions urgentes qu'il pense enclencher. Mais nous savons déjà que lors de la campagne électorale, il a beaucoup insisté sur ce développement au niveau de nos régions. On peut penser aisément qu'il n'y aura pas de grandes actions, des actions majeures en dehors de ces régions-là. Donc, il lui faut justement à l'entame de sa gouvernance clarifier déjà ces régions, les identifier, les séparer, les nommer peut-être, choisir des autorités qui vont gouverner ces régions et en même temps s'employer à la mise en œuvre de son plan. Parce que si on veut permettre à nos régions de se développer à partir de leur potentialité, de leurs ressources, eh bien, je pense que Romain Douala n'a pas de temps à perdre. Voilà. Donc, si dès après la prestation de son serment, il lui faut passer par l'Assemblée nationale pour une législation, eh bien, on verra que cette action sera enclenchée.
s'il faut encore de nouvelles clarifications, notamment avec le ministère de la décentralisation, je pense que aussi que ce travail sera véritablement fait afin qu'il puisse rentrer dans la phase pratique de ce qu'il a promis à nos concitoyens et qui, justement, sur cette base, ont véritablement voté pour lui. Donc, si on veut amener l'industrialisation dans nos régions, on veut moderniser nos régions, on veut renforcer le numérique dans nos régions, le tourisme dans nos régions. Vous voyez, ce ne sont pas de petites actions, ce sont de grandes actions. Et donc, si il doit véritablement actionner toutes ces actions, je pense que le premier chantier qu'il attend, c'est de clarifier, d'identifier, de choisir les autorités qui vont gouverner et de confier à ces autorités, je dirais, le plan de travail pour que le mécanisme qui doit être mis en place afin que ces actions soient menées et suivies justement soit véritablement opérationnel. Je pense qu'après toutes ces actions qui ne font pas partie intégrante de ce que nous allons observer au niveau des régions, je pense que ces actions vont suivre, notamment la santé, la lutte contre l'extrême pauvreté dont il a évoqué et qui sans doute va être aussi un autre point majeur et marqueur de sa gouvernance. On maintient l'équipe actuelle ? Alors, maintien ou pas, je pense que dès lors qu'on juge encore de la compétence de quelqu'un et qu'on estime qu'on aura besoin de lui, je pense qu'on ne va pas lui compter le nombre d'années qu'il a déjà passé au service. Oui, on va pas faire donc, quand même 20 la ans compétence, à un poste Vous ministériel. savez, ça me fait penser le secrétaire général du gouvernement. Vous savez qu'il a servi sous Boni Yayi. Oui. Et s'il a servi encore sous Patrice Talon, c'est qu'on s'est rendu compte de sa compétence, de ce qu'il s'est bien fait. Et je pense que ces 10 dernières années, que ce soit vous, que ce soit en tout cas d'autres personnes, on n'a pas eu de plainte sur sa façon justement d'assurer la charge qui lui a été confiée ces 10 dernières années. Maintenant, on ne dit pas que systématiquement ça va être le cas. Je donne cet exemple pour dire que ce n'est pas le nombre d'années que vous passez à un poste qui juge votre compétence. Dès lors que celui qui décide estime que vous lui serez utile, même si vous aviez passé 30 années à ce poste, je pense que la question ne se pose plus. Maintenant, on peut s'attendre à des changements. On peut s'attendre à ce que, au niveau des postes clés, qu'on puisse encore aller chercher des visages nouveaux, mais qui ont toujours la compétence de vraiment travailler, de montrer qu'ils ont aussi la capacité de porter cette vision et de conduire cette politique de continuité. Vous en avez encore qui n'ont pas fait peut-être les 10 dernières années aux côtés de Patrice Talon, qui ont fait moins que les 10 ans et qui sont là et qui ont peut-être aussi envie de continuer à travailler aux côtés du président élu, qui sait. Maintenant, nous savons que les choix qui seront faits, ça va être, je dirais, un partage de postes entre ce que le président élu veut, mais aussi la partition des partis politiques, parce que c'est d'abord les partis qui l'ont désigné, qui l'ont choisi, qui l'ont porté. Et donc, cette composition de la nouvelle équipe ne peut pas se faire sans que les partis politiques aussi ne puissent proposer au président ceux et celles qu'ils vont envoyer servir aux côtés du chef de l'État. Ça va être forcément des moments de choix, des moments où on va évoquer sans doute des principes, des raisons, mais ça va être fait, et peut-être qu'au fur et à mesure que nous allons évoluer, on pourra observer d'autres changements. Loïc, on maintient ou on change ? Non, moi je pense que ce n'est pas... D'abord, on dit souvent qu'on ne change pas une équipe qui gagne, certes, mais ce n'est pas le nombre d'années passées à un poste qui détermine la qualité du travail ou le rendement. Si la personne qui est déjà à ce poste-là donne un résultat parfait et qu'on estime qu'il est qu'il a le meilleur profil pour pouvoir continuer à faire ce travail, mais pourquoi ne pas le maintenir? Pourquoi ne pas la maintenir du moins? Donc, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que c'est un gouvernement qui est souvent axé sur les résultats. Donc, quand c'est les résultats, ce n'est pas nécessairement du favoritisme ou juste on a vu par le passé, des nominations de remerciements où tout le monde devrait aller au gouvernement et pas ici. On a connu des ministres de 3 mois, des ministres de 2 semaines, même par moment. On a vu ça sous un régime qui
qui était déjà passé. Vous imaginez, ici, c'est beaucoup plus axé sur le rendement. Ce n'est pas juste parce qu'on a envie de vous faire plaisir ou parce que vous nous avez soutenus pendant les campagnes. Et ce n'est pas ça souvent. Ici, on cherche des têtes perles, des têtes bien faites, des gens capables de donner le résultat qu'il faut pour que globalement, quand on fera le bilan du travail du gouvernement, on peut dire oui, ils ont réussi. Mais qu'à un moment donné, il y a un maillon faible, quelqu'un qui ne donne pas le rendement qu'il faut, ou qui peut-être commet une erreur, qui peut être préjudiciable pour le gouvernement, lui, on peut le changer. On l'a vu aussi sous ce régime qui est en train de partir. On a vu un ministre qui a fait des déclarations à un moment donné, rapidement, vous avez vu ce qui a suivi. Donc ça peut faire comprendre que quand l'équipe est là, chaque maillon de cette équipe doit être un maillon fort. Faire en sorte que, globalement, que chacun puisse faire son travail de sorte à ce que le rendement final soit intéressant. Donc, si éventuellement, Robert Ouadani, pour avoir servi avec la plupart de ces ministres que nous connaissons déjà, s'il estime qu'il y a certains parmi eux qui peuvent encore lui donner le rendement qu'il faut, il les prendra certainement, il va les reconduire. Mais s'il estime qu'il a trouvé, qu'il a déniché d'autres compétences, peut-être jeunes ou même encore plus vieux que lui, on ne sait jamais, plus âgés que lui peut-être, qu'il estime que ses compétences sont meilleures que ceux avec qui il a servi, parce que ce n'est pas lui qui avait nommé ceux qui sont là actuellement, c'est son mentor qui les avait nommés. Lui peut dire, bon, j'ai trouvé mieux, alors je peux faire remplacer cette compétence par celle que je connaissais. L'essentiel, c'est un technocrate, il ne faut jamais oublier cet aspect-là, c'est quelqu'un qui est axé sur des résultats comme son mentor, donc il voudra mettre des gens. Certainement aussi, pour avoir fait l'Hexagone pendant un bon moment, il a des compétences au niveau de la diaspora aussi. Donc certainement, il y a des membres de la diaspora, des Béninois bien évidemment, qui ont aussi de bonnes compétences, qui frapperont à sa porte. Et peut-être, il va ouvrir cette porte-là et leur dire, oui, entrez au gouvernement. Peut-être que ça facilitera aussi l'ouverture au niveau de la diplomatie et aussi sur le plan économique. On ne sait jamais. Donc, moi, j'estime que ce n'est pas le nombre d'années passées. Ça peut être 20 ans, ça peut être 30 ans. L'essentiel, est-ce que la personne a le profil qu'il faut? Est-ce qu'il a les compétences qu'il faut? Est-ce qu'il est capable de donner les rendements qu'il faut? Est-ce qu'entre-temps aussi, il est vraiment... Il y a aussi la fiabilité, la confiance. Donc, il y a tous ces aspects-là qui entrent en ligne de compte. Il va composer son équipe en fonction de ce qu'il veut faire du Bénin dans les 7 années prochaines. Merci, cher monsieur. Il est 8h passé de 57 minutes sur Cotonou et Canal 3 Bénin. Merci de vos contributions. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. On va se voir demain. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Très bonne journée à vous. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Johannesburg, on parie sur vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je rêve que les Béninois me portent en triomphe, confiait Patrice Talon au journal français Le Monde. En mai 2016, rappelle le matinal. 10 ans après, les fruits semblent avoir tenu la promesse des fleurs. Patrice Talon a toute la reconnaissance du peuple béninois au soir de sa gestion. En effet, porté par le slogan du nouveau départ dès 2016, celui qu'on appelle affectueusement Agmonon aura imprimé une nouvelle marque à la gouvernance publique fondée sur la rigueur, les réformes structurelles et une culture du résultat. 10 années plus tard, le bilan semble trouver un écho favorable auprès d'une frange importante de la population. Les manifestations de soutien et de gratitude observées ces dernières semaines en sont une illustration concrète, estime le journal. Et une opinion du juriste Djidjo Herman Nunao Kekere porte sur la crise diplomatique
et sécurité entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Le juriste, à partir d'une analyse des causes structurelles et conjoncturelles de la crise, depuis le coup d'État nigérien du 26 juillet 2023 jusqu'aux accusations mutuelles de déstabilisation, développe un cadre opérationnel articulé autour de la médiation togolaise, de mécanismes de sécurisation conjointe, de mesures de réparation symbolique et de la réactivation du Conseil de l'Entente. L'analyse a pour ambition de proposer un agenda stratégique cohérent et réaliste pour le nouveau président de la République du Bénin, Romuald Wadayi, élu le 12 avril 2026, en examinant les options disponibles et leurs implications respectives. Dans la suite à en croire Matin Libre, la Cour règle un dernier délai ce jour en ce qui concerne la prestation de serment du nouvel élu. Les 4 vérités, la Cour statue ce jour sur un recours. À en croire Décryptage Info, saisi par un citoyen, la Cour constitutionnelle examine ce 5 mai 2026 un recours portant sur l'impossibilité matérielle de réunion du bureau du Sénat pour la prestation de serment du président de la République élu. Une audience plénière spéciale est convoquée pour apprécier la portée de cette requête aux implications institutionnelles. La décision attendue de la Cour devrait apporter des clarifications sur la conduite à tenir dans un tel contexte et orienter la suite des opérations institutionnelles liées à l'entrée en fonction du président élu. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse Pointe Fraternité, le président de la HAC, Édouard Loko, a invité les médias béninois à repenser leurs pratiques dans un contexte marqué par la trêve politique entre exigence de responsabilité et nécessité d'un accompagnement accru de l'État. Selon lui, la presse béninoise a longtemps accordé une place prépondérante au contenu à forte tonalité politique, souvent marquée par la polémique, une orientation qui, à ses yeux, a progressivement façonné les attentes du public. Nous avons habitué notre auditoire à la polémique politique, a-t-il reconnu, déplorant une certaine dérive vers des contenus davantage axés sur le sensationnel que sur l'essentiel. Dans la suite, régulation du marché céréalier du Bénin, affiche l'économiste du Bénin, des règles particulières applicables aux importations du riz. Désormais, explique Décryptage Info, l'accès à cette activité est soumis à des critères techniques, financiers et administratifs renforcés. Parmi les mesures phares figure l'exigence d'une caution minimale fixée à 1 milliard de francs CFA. Cette garantie financière vise à couvrir les risques liés aux manquements fiscaux et douaniers, tout en assurant le respect des obligations en matière de déclaration et de traçabilité. Elle demeure valable pendant toute la durée de l'autorisation et jusqu'à 1 an après son expiration. C'est la fin de la revue de presse. Merci de l'avoir suivi.